Cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie encore une fois. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Nous, ici, au Frenchcast, on aime beaucoup Eros et compagnie parce que c'est une compagnie qui aime beaucoup les créateurs de contenu québécois. Si vous ne le savez pas déjà, ils sont en support de plein de podcasts au Québec, même des podcasts comme le Frenchcast qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde de jouer pour adultes et tout ça, mais ils sont heureux à aider les créateurs de contenu québécois. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. J'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de racheter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Jamais. Re-bienvenue au Frenchcast. Tu m'as manqué. Je sais que tu m'as manqué aussi. Je suis content d'être là. Puis on a parlé avant le show de mon déménagement et tout ça, mais avec Trump. Ouais. Parce que toi, tu ne savais pas que moi, j'étais inauguration. Je suis cool comme ça. J'ai pratiquement causé une scène parce que je disais à tout le monde que j'étais l'ambassadeur du Québec. Et, puis je me suis chicané avec quelqu'un. Pour les tarifs, t'es la seule personne ici que je parle avec qui comprend un peu plus de comment ça marche parce que tout le monde ici pense que c'est une punition. Ouais. Puis il veut pas accepter comme les faits, les vrais faits pour qu'on puisse en discuter puis voir. Toi, tu m'avais expliqué quelque chose juste avant le podcast à propos de comment ils ont calculé ça. Oui, de comment ils sont arrivés à leurs chiffres. Le grand tableau que Trump avait présenté à caméra initialement à son événement Rose Garden. Moi, je pensais que c'était ridicule, mais apparemment, c'était logique. Tu veux dire les chiffres des tarifs? Ouais. Ben, en fait, plein de pays, on regardait ça. Nous, on a vu la liste des pays avec chacun leurs tarifs qui disaient qu'ils étaient imposés aux États-Unis. Voici ce qu'eux nous imposent. Donc, on répond avec nos propres tarifs, qui étaient souvent la moitié de ça. Ils disaient, par exemple, le Canada nous impose. On n'était pas sur la liste, en fait. Mais ils disaient, par exemple, le Canada nous imposerait 125 %, mais on va imposer la moitié de ça avec on va couper la part en deux à 50, 57, 60 %. Pour ce qui est ensuite des autres pays, ce qu'ils se sont rendus compte assez rapidement, parce que le Mexique et le Canada n'étaient pas sur la liste. Ils sont comme dans un autre régime de tarifs apparemment ou dans une négociation en cours. Toutes les autres étaient sur la liste. Et ce qu'ils regardent, ils comptent. Comment tu arrives avec un tarif de 150 % qu'on t'impose? C'est pas vrai. Particulièrement, notamment, l'État d'Israël, qui a un surplus avec les États-Unis, qui achète beaucoup plus aux États-Unis que les Américains achètent là-bas, notamment des armes. Les Israéliens n'arrêtent pas d'acheter des armes aux Américains. Ils aiment ça, la guerre. Ben oui, effectivement. Et ça vient, effectivement, c'est une activité particulièrement dans la région. Oui, dans la région d'Israël. Puis ce qu'ils ont constaté, c'est que le chiffre qui avait été déterminé par les États-Unis, c'était juste un calcul très sommaire où on faisait « voici ce que tu achètes, moins ce que nous autres on achète, on arrive au déficit de qu'est-ce que tu devrais acheter de plus, et voici c'est quoi le tarif qu'on détermine ». C'était pas vraiment un effort de « c'est quoi les limites d'accès de nos entreprises à ton marché ». Ce qui normalement, ça devrait être ça un tarif. C'est-à-dire, écoute, si on veut te vendre par exemple des feuilles de papier à 10 $, ben, tu me mets un tarif de 50 %, tabarnouche, j'ai rendu qu'elle vaut 15 $. Là, ça, c'est un vrai tarif qui empêche tes entreprises ou qui les rend moins compétitives avec les entreprises locales, israéliennes, peu importe. Ce qu'ils se rendent compte, puis Ben Shapiro a fait le calcul, en fait, puis c'est ça, c'était juste une question de surplus puis de déficit commercial, où ils disaient qui devrait acheter plus aux États-Unis. Ceux qui n'achètent pas assez, on dit que vous avez l'équivalent d'un tarif sur nous. On a un déficit commercial avec vous, donc, à cause de ça, on va mettre un tarif pour équilibrer les choses. Fait que ça n'a pas été, c'est pas ce qu'il a présenté. Il y a des pays qui empêchent les Américains d'entrer sur leur marché. On pourrait imaginer, exemple, le Brésil ou quoi que ce soit. La réalité, c'est qu'ils sont tous très heureux d'acheter des produits américains pour la plupart du temps. Tu n'as pas d'industrie pharmaceutique au Brésil, tu n'as pas d'industrie d'armement au Brésil. Ils sont très heureux d'acheter des produits américains. Maintenant, il y a bien des affaires qu'ils ne peuvent pas acheter aux États-Unis. Mais c'est-tu parce que c'est comme, il veut qu'ils achètent d'eux, mais qu'ils payent plus, ils n'achètent pas assez? C'est comme une punition que tu n'achètes pas assez, c'est ça? C'est difficile de comprendre c'est quoi son objectif là-dedans. Au début, moi, ce que je voyais, là, quand Trump avait présenté ça, je trouvais ça du génie. C'était vraiment un plan de génie. Ouais. Parce que il avait présenté initialement en disant à Davos, notamment là, à la réunion
du World Economic Forum, si je me souviens bien. Puis il disait, vous savez, c'est très simple. Vous avez le droit de construire à l'extérieur des États-Unis. Vous avez le droit de faire vos usines à l'extérieur des États-Unis. C'est parfaitement compréhensible. Vous avez le droit. Mais vous allez tout simplement devoir payer un tarif de 10 % si vous l'accédez au marché américain. Ça, c'est sûr que de l'extérieur, ça sonne un peu comme radical. Mais si tu regardes, par exemple, ce que font les Chinois, depuis le moment où ils sont entrés dans l'économie libre, dans les années 90, les Chinois savent qu'ils ont 1,4 milliard de consommateurs, que ce marché-là a une valeur énorme pour les entreprises internationales, que tu sois Tesla, que tu sois Apple, peu importe. Et donc, il y a un prix pour entrer sur le marché chinois. Il y a des conditions, il y a des barrières. Ces barrières-là, ce ne sont pas nécessairement tarifaires tout le temps. Ça peut être notamment qu'on va dire, donne-moi ta propriété intellectuelle. Ça va dire, ton CA, tu n'as pas eu le choix, dans ton conseil d'administration en Chine, d'intégrer des membres du Parti communiste sur le CA. C'est ça les conditions que les Chinois imposent pour opérer sur le territoire chinois, across the board, à toutes les entreprises américaines, ou internationales, ou peu importe, pour être sûr d'avoir un regard sur ce qui se passe. Puis qu'est-ce qu'ils font, les entreprises internationales? Et regarde ça, ils se mettent à genoux et ils baisent les bottes de la Chine et ils vont. Parce qu'ils se disent, ils font un calcul, on va vendre 300 millions de chars sur 10 ans en Chine, parfait, good, ça va à peine. Peu importe ce que tu me demandes, on crée une LLC en Chine, on va s'arranger pour contrôler nos affaires, mais le marché en vaut la peine. Les Américains, dans le fond, sont en train de faire le même discours. Moi, c'est comme ça que je le voyais originalement. À dire, regarde, on a un marché de 350 millions, proche 400 millions dans les prochaines années, de consommateurs les plus riches au monde. C'est unreal la quantité d'argent qu'il y a aux États-Unis. Puis moi, ça m'a frappé très récemment dans un voyage en allant là-bas. Je passe souvent sur un road trip comme ça, puis je chauffe, puis à un moment donné, il arrive tard le soir, je m'arrête dans la première ville que je croise, puis je vais dans un hôtel. Tout le temps les mêmes à peu près, des Holiday Inn, des affaires que tu sais que ça va être à peu près standard, tu sais. Là, j'arrive dans justement un hôtel bâtard total, un Holiday Inn, une affaire, une chaîne, là, 359 US. I go, what the fuck? Qui va payer pour ça? Qui va payer pour ça? Ça fait 500 piastres canadiens pour une chambre dans un hall. Là, je suis comme, alright, pas le choix. Il est tard le soir. OK, je parle avec la fille un peu. Je dis, comment ça, c'est cher, là, même? Elle dit, le prix de la vie est incroyablement haut, Massachusetts. Cost of living is off the rails. Je dis, ouais, mais il est cher au Canada aussi, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Là, elle dit, c'est le mois d'octobre, random, un mardi soir. Elle dit, je sais, c'est moi aussi, je trouve ça n'a aucun sens. Fait que je m'en vais à ma chambre après, je vais googler. Salaire moyen par État aux États-Unis. Je suis comme curieux, combien qui sont riches? Le salaire moyen au Massachusetts, c'est 76 000 US. Moyen. Mais ici, tu sais, quand le monde se plaint. Wait. Ça te donne 104 000 canadiens moyen. Au Québec, je regarde après pour comparer. Oh boy. 54 000, le salaire moyen que j'avais en canadien. Ce que ça veut dire... C'est quoi, 30 000 Américains? C'est comme si tu doublais le salaire de tous les Québécois du jour au lendemain. C'est ça le niveau de prospérité dans lequel vivent les Américains dans cette région-là. On s'entend, Massachusetts, c'est assez particulier, d'autres États plus pauvres, mais la réalité, c'est que si tu prends le Québec et tu le déplaces aux États-Unis, on parlait du 51e État, ce serait l'État le plus pauvre des États-Unis. Ah, de loin, ouais, je sais ça. Oui, plus pauvre. Non, nous, on va documenter l'Alabama avec la Croix-Rouge comme si, hey, regardez, ils sont pauvres. Le Québec serait plus pauvre que l'Alabama. Serait plus pauvre que le Mississippi. Serait plus pauvre que ce qu'on regarde en disant « Holy shit, ça n'a aucun sens, ce niveau de pauvreté-là. » Non, le Québec serait pire. C'est sûr, c'est facile de regarder. Franchement, oui, à Montréal, va te promener un peu en région. Va voir en région, c'est quoi le Québec. Puis tu constates, oui, effectivement, c'est pas nécessairement Boston, Massachusetts. Fait que dans cette optique-là, si on revient au tarif, tu as une population là, qui est riche comme Crésus. Plus riche que nulle part ailleurs dans le monde. Tu veux vendre, toi, des BMW, des Audi, des Mercedes, les Allemands, où c'est que tu vas les vendre? Tu vas les vendre aux États-Unis, mon homme. Ils ont de l'argent pour les acheter. C'est ça. Tu vas pas les vendre au Vietnam, tu vas pas les vendre au Cambodge, tu vas les vendre aux États-Unis, dans le marché le plus riche au monde. Maintenant, veux-tu y accéder? Ça va être 10 %. Sinon, c'est simple, construis ton usine ici. That's it. Fait que l'idée de mettre un ticket d'entrée pour rentrer sur le marché américain, tant que c'est pas un 150, 200 % ou un 20, c'est un montant raisonnable. Ça aurait pu fonctionner. Puis pourquoi je te dis que c'est un move de génie? C'est que tu prends acte du fait que les Chinois le font, que beaucoup de pays ont des conditions similaires, la valeur commerciale du marché américain qui est incroyable, et tu dis essentiellement, on va financer le gouvernement américain avec ça. Je me suis dit, on en reçoit chaque année $1 trillion en marchandises. Good.
c'est 10 tu vas aller chercher 100 milliards de dollars juste avec ça. Puis il avait dit qu'il voulait faire ça aussi pour baisser les impôts ou les éliminer. C'est là qu'on vient, c'est que tu as un 100 milliards que tu captes de l'extérieur. C'est un 100 milliards, tu n'as plus besoin de capter à l'intérieur. Ou c'est un 100 milliards en services puis en valeur additionnelle que tu peux donner à la population pour les impôts qu'ils payent. Fait que cette idée-là, moins de dire, regarde, attendez un peu, OK, nous autres, dans les années 50, 60, les États-Unis, 40, 50, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'usine du monde entier. Ils construisaient tout pour tout le monde. Ils ont armé les Alliés, ils ont armé le monde entier. Fait que quand arrive la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait parlé beaucoup la dernière fois, eux autres, ils construisent un système pour comme configurer ça. De dire, on va être l'usine du monde, on veut juste avoir accès à tous les marchés pour déverser nos produits. Avance rapide, un 40 ans là-dedans, l'industrie manufacturière américaine finit par être délocalisée. Les autres pays commencent à se moderniser tranquillement. Les usines de souliers que tu as aux États-Unis s'en vont toutes au Vietnam puis au Bangladesh. Et là, les Américains constatent, OK, maintenant, on ne produit plus rien. On n'a pas avantage à rentrer dans les autres marchés tant que ça. Vous autres, vous essayez de rentrer ici pour nous les vendre, par exemple. La relation, tu comprends? L'empire que les Américains ont comme construit après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas le choix d'être modernisé. Parce qu'il a été construit pour une idée qu'on exporte partout dans le monde des produits finis et ce qu'on reçoit en échange, c'est des devises étrangères, idéalement des dollars. Comme ça, on peut dominer un peu à travers le monde et ça nous donne accès, puis on a une influence là-bas, on veut vendre du Pepsi, on veut vendre Coke, on veut vendre toutes ces affaires-là à partir d'ici. Si tu dis que tu n'as plus d'usine, que c'est les autres qui te vendent des affaires, mais que tu contrôles encore le système financier mondial, tu contrôles encore toutes tes... Comment tu fais pour configurer ça pour le prochain siècle? Moi, je trouvais que l'idée de dire, il y a un prix d'entrée pour le marché américain, puis ce que ça va faire, c'est qu'en conséquence, soyons clairs, là, s'il y a 10 qui est payé, puis là, les Américains sont encore moins imposés à cause. Tu les enrichis encore plus. Ouais. C'est comme une roue qui tourne. Là. Maintenant, les Américains deviennent non seulement de plus en plus riches que les autres en partant, mais ils tirent la richesse du monde entier comme un droit de seigneuriage sur toutes les exportations pour se mettre ça directement dedans et être moins imposés. L'avantage, ça donne aux entreprises américaines. L'avantage, ça donne aux citoyens américains qui ont encore plus d'argent à dépenser et qui ont encore plus de valeur comme consommateurs. Fait que ce mindset-là, qui était originalement, semble-t-il, celui de Trump, c'est la manière qu'il l'avait présenté, qui était comme pas mad aux autres d'être sortis du pays. Comme, je comprends, correct. Mais si vous voulez faire ça, il y a un tarif. Puis si tu trouves que c'est trop cher, bâtis ton usine ici. Ouais. Si tu me dis que tu fais des souliers, ça vaut pas la peine, tu veux pas payer les Américains 90 000 $ pour aller travailler à l'usine de souliers, good, 10 %. Cette idée-là est pleine de bon sens. J'ai aucun problème avec ça. Là où Trump est en train de s'en aller en ce moment, là, je débarque complètement. Qui est à dire complètement un discours différent. Dire non, on veut réindustrialiser les États-Unis. Puis en plus. C'est ça. En plus, mettre un tarif. Mais ce qu'on veut, à travers le tarif, c'est surtout, c'est comme une période temporaire, dans le fond. C'est de vous piquer assez fort que vous allez détester ça, puis vous en venir aux États-Unis à terme. Cette idée-là, là, je débarque complètement. Pourquoi? Voyons ça, on va le voir très simplement. Quand tu construis une économie à partir du départ, regarde la Chine, par exemple. La Chine commence au début, ils n'ont rien. C'est 900 millions de personnes qui se promènent nu-pieds dans des rues de terre. À partir de ce moment-là, toi, tu veux créer une économie. OK, vous voulez des cellulaires. On ne peut pas vous faire des cellulaires. On peut extraire les matières premières. Good, on met ça dans un truck, on te l'envoie, il va être raffiné ailleurs. Maintenant, tu fais assez d'argent avec ça, tu regardes ton... Good, on se construit une raffinerie. Tu montes dans l'échelle de valeur. Et ensuite, là, quand on est raffiné nos matières premières, gagner un petit peu d'argent, on est rendu qu'on est capable de faire du verre. Le verre du cellulaire, mais aussi le verre qui va dans les écrans, puis qui va dans les bâtiments commerciaux, puis on est rendu qu'on s'améliore. OK, avec cet argent-là, on a une usine, on a une expertise, on développe des universités. Graduellement, tu montes la chaîne de valeur jusqu'à arriver à, OK, là, on fait les semi-conducteurs que dans le téléphone. La Chine n'est même pas rendue là encore. Elle essaye de faire des semi-conducteurs, ne sont pas aussi avancés que ce qui se fait ailleurs, leur épaisseur n'est pas aussi bonne. Taïwan est vraiment le numéro 1 là-dessus, puis ils commencent à l'envoyer aux États-Unis. Mais bref, la Chine monte ces étapes qui fait qu'aujourd'hui, ils n'en font plus du linge en Chine. C'est un vieux récit, cela, là, des usines de sweatshop en Chine ne sont plus là, ils sont rendus au Bangladesh, qui est un petit peu plus bas dans la chaîne de valeur. Fait que les États-Unis, at the very, very top de la chaîne de valeur mondiale, là, ce que tu fais, c'est des réacteurs de fusion. C'est des turbojets pour les avions de chasse. C'est des missiles. C'est des systèmes de guidage. C'est ça les usines qui te restent, dans le fond. Ces affaires que le reste du monde n'est pas capable de faire. Toi, tu prends tout le produit fini, tu les assembles dans quelque chose d'extrêmement avancé. Dans les cellulaires assemblés en Californie. Apple, beaucoup des cellulaires aujourd'hui sont assemblés en Californie. Donc, ce que ça veut dire,
C'est que les Américains sont au top, puis eux autres viennent prendre la richesse de toutes les autres puis ajouter un pourcentage là-dessus. Ça, c'est la meilleure posture. C'est ça qui fait que tu as des jobs à 150 000 $ par année. C'est que tu vas être consultant. C'est que tu vas avoir un architecte, une firme gigantesque qui va dessiner le plan de l'usine du sweatshop au Bangladesh, qui va passer l'électricité, on va t'arranger avec le bon voltage. Ça, c'est une expertise que tu peux développer aux États-Unis. Là, tu es au top de la valeur, tu te dis, on veut faire les souliers, là. Toi, tu as une quantité de main-d'œuvre limitée. Là. Fait que tu t'enlèves du monde là, du top de la chaîne à des tâches hyper productives puis qui génèrent du revenu pour chaque minute de temps que tu mets. Ça fait de l'argent maudit. On va prendre ce monde-là puis on va les assigner à des tâches moins productives. On va faire des souliers, on va faire des affaires là même. Mettons ça super simplement. C'est comme si j'avais un garage. J'ai 4 gars qui travaillent. J'ai 4 lifts. Je peux prendre 4 chars à la fois. Moi, je fais mon calcul puis je me dis, ces changements d'huile, ça me donne. Ça prend à peu près 25 minutes, une demi-heure, ça me donne 250 $. Dans le meilleur des cas. Le synthétique, les chars de sport, j'essaye de tirer chaque pièce. Après ça, tu vas dire, si je fais des breaks, ça par exemple, je fais des jobs à 1000 $ à chaque fois. Puis oui, ça me prend 1 heure, c'est un petit peu plus long, mais si je mets mes 4 gars ensemble, là, je rentre de l'argent de tabarnouche à toutes les heures. Là. Mais là, en face de chez nous, il y a un autre garage. Lui, il fait juste des changements d'huile. Il fait moins d'argent que moi, là. Il fait pas mal moins d'argent que moi. Mais je fais juste à regarder le monde qui rentre dans sa cour à longueur de la journée. À cette heure, on fait des changements d'huile. Tu comprends ce que c'est complètement ridicule, l'idée de on va prendre mes mécaniciens qui, en ce moment, font des grosses jobs payantes, qui créent de la valeur additionnelle, puis qui, moi, sont bien plus utiles, tu comprends, au prorata comme ça. Là, je regarde de l'autre côté, puis je me dis, comment ça, lui, rendu qu'il fait tous les changements d'huile, là, c'est pas juste, tabarnouche, moi aussi, on est capable d'en faire ici. Fait que tu te mets à dire, bon, OK, là, la moitié de mes gars à ça font juste des changements d'huile. Pour certaines industries, c'est pas important d'avoir tes propres compagnies. Certaines, stratégiques, ça, une coupe d'affaires comme ça, que là, tu dois faire le calcul puis dire, regarde, mettons, la pharmacologie. Il doit y avoir quelque chose chez nous. Faudrait faire ça chez nous. Les terres rares, effectivement, il commence à dire, faudrait qu'on ait au moins une chaîne, sans nécessairement qu'elle soit chez nous, il faudrait qu'elle soit sous notre contrôle, tu sais, qu'on possède les usines. Tu vois, dans un pays qui ne va pas nous bloquer. L'Ukraine. Genre, tu vois, c'est un bon exemple avec l'Ukraine, que là, sont comme, on va les prendre chez vous, on va te défendre, là, mais gars, donne-nous tes terres rares. C'est ça qu'on fait avec eux, hein? Oui, exactement. C'est le deal que Trump essaie de négocier. Fait que c'est là que je dis, moi, l'affaire des tarifs, si c'est un droit d'entrée au marché américain, God, c'est tellement intelligent puis c'est tellement approprié. Mais maintenant, même quand si c'était tu ça, parles... mais même quand c'était ça, le monde disait que c'est un imbécile puis c'est un méchant. Puis ici au Canada, c'est comme ça qu'il a montré que nous, on peut avoir des tarifs contre les Américains, mais ils ne devraient pas avoir des tarifs contre nous. Puis pour moi, ça, c'était illogique. J'étais comme, mais ça marche pas comme ça, tu sais. Non, ça marche pas comme ça. Maintenant, tous les pays défendent leurs intérêts. Là. Fait que c'est sûr, si tu demandes à quelqu'un... Il n'y a pas personne qui est plus fâché qu'un menteur pogné dans son mensonge. Il n'y a pas personne qui... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu viens probablement de le pogner. Intéressant, ouais. Nous, on avait imposé des grands tarifs, des tarifs aux Américains, hein, c'est ça? Des tarifs, tout est relatif. Comment que les Américains qualifient tarifs aussi? C'est très libéral, très créatif. J'ai entendu ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils vont dire, par exemple, la loi 96 au Québec, c'en est un comme ça qui ont identifié comme étant une limite d'accès pour les entreprises américaines. De dire, vous autres, vous essayez de renforcer le français sur le territoire québécois, vous imposez des conditions sur comment opérer commercialement. Désolé, mais nous, ça nuit à nos entreprises. On ne parle pas français, on est capable d'opérer. Là, si tu me demandes que toutes mes communications soient en anglais et en français, ça me rajoute une charge et l'équivalent d'un tarif. Fait que c'est ça l'idée qui est comme proposée par les Américains. Ils vont, quand je te dis les chiffres, c'est pas vraiment une addition mathématique. Tous les chiffres de tarifs qu'on a trouvés dans tes books, c'est non. Ils ont calculé combien ça coûte de plus pour nos entreprises d'accéder à ton marché en incluant tous les paramètres. La dévaluation de ta monnaie pour la Chine, les questions de subventions aux entreprises. Ici, le Québec, les Américains sont bien fâchés de notre taux industriel pour l'électricité. Hydro-Québec, on la donne, l'électricité aux entreprises, les gros consommateurs industriels. Fait que les alumineries de l'Alcan, tout ça, eux autres, ils ont leur propre centrale électrique. Ils s'alimentent eux autres mêmes. Même si tu les élimines, puis tu vas juste d'un gros shop en Beauce, puis d'un grosses usines, ils sont tous sur des tarifs industriels qui sont dérisoires comparativement à ce qu'on voit aux États-Unis. Dans les gros shops, les autres, ils ont des billes d'électricité très sérieux, là. Maintenant, quand tu émets avec le produit fini, toi, tu fais des ressorts de chars, par exemple, une shop qui font des ressorts pour Toyota, ça fait la même. Ben, c'est sûr et certain que tu es subventionné. Si ton bill d'électricité il est 20% plus bas, parce que c'est l'État qui dit non, sinon on n'aurait pas d'usine. Ouais.
Ben là, c'est ça. Effectivement, ton usine serait probablement traversée aux États-Unis, ça fait longtemps. Fait que dans cette optique-là, les Américains, quand ils sont créatifs, très libéraux avec les tarifs, c'est de la même manière. Ils voient les tarifs, voyons ça de même, de la même manière que le gouvernement fédéral les présente entre les provinces. Il n'y a pas de tarif entre les provinces. On n'impose pas de l'argent ou il n'y a pas de douane. Comment tu ferais pour mettre un tarif sur quoi que ce soit? Tu traverses l'Ontario, le Québec, il n'y a pas personne qui t'arrête. On ne vide pas ton truck pour vérifier. Apparemment, tu n'es pas juste avec l'alcool puis tout ça, c'est un peu bizarre. C'est la SAC, tout ça, effectivement. En théorie, tu n'es pas censé transformer transprovincial. Je pense qu'il y a certaines règles là-dessus parce que c'est des monopoles. Maintenant, la manière qu'on définit les tarifs, c'est pas comme une douane à la frontière qu'on dit ben telle marchandise, c'est tel pourcentage additionnel, c'est opéré. C'est vraiment juste des limites législatives qui disent ben les règlements puis les lois sont pas exactement les mêmes entre le Québec puis la Saskatchewan. Fait qu'une entreprise du Québec aurait de la misère à soumissionner en Saskatchewan puis pogner la job. Parce qu'elle parle pas anglais, puis parce que là... Puis eux autres, ils diraient, ben moi, mes employés ne parlent pas français, toutes les lois m'obligent à le faire. Ou encore, ben par exemple, si je veux soumissionner dans un job d'hôpital ou quoi que ce soit, j'ai pas les bons syndicats ou j'ai pas les bons, tu comprends, les bons credentials. Fait que c'est comme ça que le gouvernement fédéral définit les tarifs. C'est qu'il dit, il faudrait qu'on prenne un fer à repasser, puis qu'on repasse le Canada ben comme il faut, d'un océan à l'autre, pour s'assurer que ce soit ben plan. La proposition, dans le fond, c'est-à-dire pourquoi qu'on a des gouvernements provinciaux? Là, je suis très sérieux. À quoi qu'ils servent? Si tu vois ça de même, gouvernement provincial, sa seule job, c'est que tu l'assois 365 jours par année dans un parlement. Tu y donnes 125 personnes, là, ne sont pas là 365 jours quand même. Ouais, on va dire la vérité. Ouais. Mettons 90. Puis tu leur donnes le mandat de légiférer. Tu fais ça à longueur de journée à l'intérieur de tes frontières. Ta job, c'est que tu as des frontières, là, tu fais des paramètres pour ici qui représentent le mandat qu'on t'a donné, les intérêts du pays, la volonté de la population, qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres, comme résultat, qu'est-ce que toi, tu penses comme ambition pour le pays, nos moyens, nos intérêts, c'est quoi nos ressources. Fait que tu crées des règles puis des lois compatibles avec ça. Ils font pareil en Alberta, ils font pareil en Saskatchewan, ils font pareil en Ontario. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas au Canada? C'est qu'on a toute l'impression, une fois de temps en temps, qu'on subit les décisions des autres. Qu'on est comme, les Albertains font quelque chose. Fait que dès que tu essaies de centraliser un peu, puis de donner, puis que là, il faut qu'on subisse, on a le même régime entre nous autres, puis la Saskatchewan, puis la Colombie-Britannique, c'est tous des pays différents, mais on vit sous le même. Fait que là, ce que le fédéral est en train de dire, ben, c'est, dans le fond, on va tout éplanir ça à grandeur, il va y avoir un seul gouvernement, puis ça va être les mêmes règles pour tout le monde. C'est ça, la petite couleuvre qu'on essaie de nous passer quand on nous parle de « il y a des tarifs interprovinciaux ». Ben non. Ce que tu es en train de dire, c'est de la même manière qu'Ottawa a fait ça pareil pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ottawa, là, c'est une bebite qu'on a inventée, man. On est arrivé en 1867. On s'était fait sortir de l'accord de réciprocité. On avait un traité de libre-échange avec les Américains. Ils nous ont crissé dehors. Parce que, pendant la guerre de sécession, nous autres, on était alignés avec les Britanniques. Les Britanniques, c'était notre chambre, c'était notre colonie, dans le fond, notre colonisateur. On regarde les Américains qui font une guerre civile, on se met à baquer les sudistes. Pour faire chier. C'est fou, ça. Montréal, c'était rendu une base de sudistes. Mon homme, c'était à grandeur. Le pied du Mont-Royal, t'avais des troupes sudistes qui attendaient là de retourner pour être redéployés sur le champ de bataille. C'est fou, hein? Ouais, c'était incroyable. On les fait venir par bateau, on les faisait venir par train. Fait que Montréal était vraiment connu comme genre un nid d'opposants à la République américaine, si on veut. Puis tout le Canada au complet, c'était vu comme les Britanniques. Fait qu'eux autres, après ça, finissent leur guerre civile, ils nous regardent, ils font comme « Fuck you, man. Vous n'êtes pas nos amis. » Ils nous kick out. C'est fini le traité de réciprocité. Et là, on passe genre 15 ans à les supplier de nous en rentrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis pendant cette période-là, pensez-y, les années de 1850 à, disons, à peu près 1900, qu'est-ce qui se passe au Canada? Un exode massif, man. Le pays se vide. C'est ça les histoires qu'on a, tu sais, les Québécois qui allaient travailler dans les usines, là, tous les noms francophones qu'on a sur la côte est, là, c'est tout ça, les usines de textiles. C'était tellement rendu le tiers-monde, c'était tellement rendu une catastrophe après qu'on ait été sortis du commerce avec les Américains, que les Québécois, puis partout ailleurs, qu'est-ce qu'on faisait? Tu t'en vas aux États-Unis? Ouais. Tu t'en vas où est-ce que tu peux vivre? Tu vas où est-ce qu'il y a de la job? Ici, ça a été une catastrophe économique. Fait que là, 1867, devant ce scénario-là, les chefs des provinces britanniques, des territoires britanniques, des colonies en Amérique du Nord, disent là, personne ne se parle là, entre le Haut-Canada, personne qui se parle entre eux autres. Là. Bon, faudrait peut-être qu'on se parle. On va se faire un chemin de fer,
vu qu'on ne peut pas connecter avec les Américains, ils ne veulent plus rien savoir de notre commerce. On va au moins faire du commerce entre nous autres. On va essayer de se créer un marché entre les colonies britanniques. Fait qu'on crée le chemin de fer. Et pour administrer tout ça, la Confédération, on crée un employé qu'on s'engage à Ottawa. Un gouvernement fédéral qu'on donne un mandat. Tu vas gérer le chemin de fer, tu vas gérer les postes, l'immigration, l'armée. That's it. That's it. Tu n'as même pas le droit d'imposer. Tu nous dis combien ça coûte, puis on va financer en conséquence. Tu n'as pas le droit d'imposer. Arrive la Première Guerre mondiale, Ottawa dit l'armée, on n'a pas le choix d'imposer. S'arroge le droit d'imposition. Deuxième Guerre mondiale, on s'arroge encore plus de liberté puis de droit encore. Le fédéral fait tout le temps ça. Never let a good crisis go to waste. Ouais, T'as une bonne crise qui passe en avant de toi, là, il en passe une nouvelle, qu'est-ce qu'ils font? La même affaire que toutes les autres fois. Ils centralisent puis ils se donnent encore plus de pouvoir. Fait que là, c'est quoi le problème? Là, la merde est pognée avec les États-Unis. Pourquoi qu'elle est pognée avec les États-Unis? C'est-tu peut-être parce que tous les mandats qu'on a donnés à notre employé ont été échoués? L'immigration, l'armée, les frontières. Je veux dire, c'est tout ce qu'on lui a demandé. Fait que là, nous autres, on a un employé, c'est ça, à Ottawa. Puis là, il revient à la fin de l'année. Là. Oui. J'ai plus d'argent. Tu veux dire, t'as plus d'argent. T'as fait ton budget au début de l'année, on t'a donné tout ce que t'avais besoin. Ah non, c'est ça, il n'y en est plus. OK. T'as-tu fait ce qu'on t'a demandé? Non. Alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, non, là, mais j'ai dépensé en santé, en éducation, là, j'ai fait de l'aide internationale, OK. Mais là, notre armée? Ah non, c'est n'importe quoi. OK, la frontière? Ah non, les Américains sont fâchés, c'est n'importe quoi. OK. Ah, puis en passant, il me manque 60 milliards. D'où? Ben, tu comprends ce que je veux dire? Que là, à ce moment-là, c'est à nous autres là, de dire notre employé ne remplit pas la job. Puis lui, c'est sûr, depuis le début, il est au top de la pyramide. Fait qu'il s'accumule toujours plus de pouvoir. On est dû pour avoir une discussion entre toutes les provinces ensemble. Une conférence constitutionnelle. De s'asseoir et dire, là, quel droit qu'on lui donne à lui? C'est vraiment lui qui devrait imposer. On devrait-tu avoir un impôt fédéral? Ou ça devrait pas toutes les provinces qui ensuite financent les missions d'Ottawa au fur et à mesure? Comme dans beaucoup de pays en passant. Est-ce que ça... Puis les Allemands, en ce moment, c'est exactement ça qu'ils font. Ils essayent de se réarmer. Ils n'ont pas le droit de dépenser autant qu'ils voulaient parce que c'est écrit dans la Constitution. Tu n'as pas le droit de t'endetter plus qu'un certain niveau. Tu n'as pas le droit d'avoir un plus gros déficit que tel parce que les lenders, les constituants du gouvernement allemand disent « Non, on ne paye pas pour ça. Toi, c'est sûr, tu vas toujours vouloir plus dépenser. Il faut qu'on t'écrive constitutionnellement. C'est ça que tu fais avec l'argent. Puis tu n'as pas le droit de faire des déficits trop importants. Tu n'as pas le droit de dépenser si tu n'as pas l'argent entre les mains. » Ça se fait, ça, là. On pourrait dire ça à Ottawa. Gars, là, c'est plutôt qui impose. L'immigration, c'est nous autres, les provinces individuellement, qui déterminent les niveaux. Comme ça devrait. Ben oui, c'est pas à toi de déterminer ça. Tu subis pas le sort. Ouais. Tu partages pas notre destinée. C'est nous autres qui rentrent 50 000 personnes par année à Roxham. Là, c'est les Haïtiens qui sont en passant à coût de 350 par jour. Si tu as cette situation-là à frontière, nous autres, c'est en crisse à Ottawa. C'est en crisse en Colombie-Britannique. Fait que si tu as un pays qui est dirigé depuis Toronto, Ottawa, Vancouver, depuis l'ouest du pays, depuis le cœur habituel, au détriment du Québec, puis nous autres, on est comme, man, ça n'a aucun sens. Ils vont pas s'en mêler jusqu'à temps que ça devienne un problème pour eux autres. Ouais. Puis quand est-ce qu'ils s'en sont mêlés? On a la preuve. C'est ça qui s'est passé. Les points d'entrée, ça a arrêté d'être par Roxham. On a signé une affaire avec les Américains. On a réussi à un peu mettre ça au silence pendant quelques mois. Ça vient juste de recommencer. Soudainement, le plus gros point d'entrée au Canada, c'était rendu les aéroports. Le monde arrive à Pierre-Éliott Trudeau avec des bagages, puis avec puis ça demande l'asile en arrivant. Ça traverse la planète avec un billet d'avion pour venir demander l'asile. Ça, c'était une manipulation depuis le départ du système qui était voulu pour des causes humanitaires, pour venir en aide à des réfugiés dans des crises, dans des famines, dans des persécutions. L'idée, là, quand on a... De qu'est-ce que je sais, c'est pas exactement ça qu'on reçoit habituellement. Ben non. Puis quand je voyais récemment, moi, on m'a lancé des tomates parce que je disais ça, que ce système-là, qui a été configuré après la Deuxième Guerre mondiale, justement, devant le fait qu'on avait vu un génocide absolument indécent puis innommable, puis une catastrophe qu'on ne voulait plus jamais assister, qui était bien sûr l'Holocauste. À partir de ce moment-là, l'humanité s'est dit, OK, il faut que les réfugiés puissent quitter les pays quand ça arrive. Et tous les pays autour, vous n'avez pas le droit de refuser du monde à la porte. Vous n'avez pas le droit. Vous leur devez d'écouter leur cause, savoir c'est quoi le problème dans ton pays, c'est qui ton monde là-bas, est-ce que ta cause est en... Et si oui, le temps qu'on traite ton dossier, parce qu'on ne sait pas si c'est valide ou pas, on va te protéger. D'un coup. Le temps que ça va prendre.
que là, il arrive à 5 000, 10 000, 100 000. Ouais. Puis là, ça prend 5 ans, traiter le dossier, 7 ans, puis 8 ans. OK, mais là, en attendant que tu es là, on va te financer. On va te donner des moyens pour que tu puisses exister dans le pays, puis tu ne tombes pas en misère en attendant qu'on te rende une décision. Fait que ce système-là, qui était configuré à la base pour des réfugiés terrestres, de dire que si t'arrive quelque chose aux États-Unis, tu es censé traverser soit au Canada, soit au Mexique. Tu n'es pas censé prendre l'avion puis aller en Chine pour demander l'asile. Ouais. Tu comprends? Wow. Ça a tout été configuré avec ça en tête. C'était qu'on voyait que, par exemple, une crise en Europe ou une crise en Afrique, on verrait une immigration continentale. Que les pays, c'est une crise au Rwanda, les gens vont se déplacer vers le Congo, vont se déplacer vers le Burundi. On essaie de régler ça, puis tu retournes dans ton pays ouais. après la crise. Maintenant, quand tu décides de prendre un avion, de traverser pour aller dans le meilleur pays possible, c'est ça la réalité, c'est que tu choisis un pays sur la liste où tu sais que tu vas pouvoir rester, tu sais qu'il y a une bonne qualité de vie, la criminalité est basse, etc. Et sachant qu'il y a un laxisme administratif qui va te permettre d'être là pendant 5, 10, 15 ans, de te marier, d'avoir des enfants, on ne sépare pas les familles. That's it, t'es citoyen. Ouais. Donc cette backdoor-là est devenue le point d'entrée le plus important pour les gens qui veulent entrer au Canada par la fast track. Sans avoir à... C'est sûr, c'est stressant. Il y a une anxiété. Il faut comprendre. Tu sais, ce monde-là, c'est du monde comme toi et moi qui font le calcul puis qui se disent, gars, je peux pas rentrer nulle part ailleurs. Je veux améliorer ma vie, celle de mes enfants. Je veux des meilleures opportunités. Qu'est-ce que je peux faire? Je ferai la même affaire. Je choisis les pays où ce que tu vas pouvoir rentrer, qui vont pas te crisser dehors immédiatement. C'est sûr, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas l'asile en Russie et en Chine? Il y a une raison. Pourquoi on ne demande pas l'asile en Hongrie? Pourquoi on ne demande pas l'asile? C'est qu'ils savent qu'on se fait mettre dehors tout de suite. Pourtant, c'est des pays sécuritaires. Pourtant, c'est des pays où les gens ne vont pas être en danger, tu comprends, de mort, de persécution, du moins de manière générale. Ils ne vont pas là. Pourquoi on ne demande pas l'asile au Japon? Le Japon est un très bon pays, économiquement extrêmement viable. Aucune demande d'asile, ou pratiquement, je pense qu'ils en ont accepté 12 une année. Genre, leurs chiffres sont hilarants. Tu sais, tout le monde, c'est genre 100 000, c'est 12. Mais en leur défendre, tu sais, pour les défendre un peu, les Japonais, eux, pour garder leur culture puis tout ça, ça serait vraiment difficile parce qu'ils font pas autant d'enfants qu'ils faisaient avant. Je vais checker qu'est-ce qui se passe avec le Japon. Alors, eux, ils ont su que ben, si on commence à accepter tout le monde, le Japon tel quel, la culture ne va pas exister dans 50 à 100 ans. Alors, eux, on dit, écoute, on n'est pas un grand peuple, on doit protéger. Puis, en effet, c'est ça l'autre chose que je comprends pas. J'ai vu que l'Israël avait dit la même affaire. Il dit non, nous, on ne peut pas accepter des réfugiés ou beaucoup d'immigrants parce qu'on veut garder notre culture puis tout ça. Qui est logique, mais tous les autres pays qui font ça, même le Québec, non, qui doivent... Mais eux, ils n'ont pas le droit de... Au sens de la loi, du droit international, t'as pas le droit. C'est un crime que de refuser un réfugié à la porte puis de pas traiter sa demande. C'est littéralement, c'est dans la convention, t'es censé, tous les réfugiés ont un droit. Moi, c'est la définition de réfugié. Parce que, parce que si c'est quelqu'un qui vraiment, c'est ou bien il vient chez toi ou il meurt, ça, c'est une autre chose. Mais qu'est-ce que je vois avec les pays modernes en Europe et tout ça, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent. C'est habituellement, c'est pas ça. C'est même des gens qui disent pas la vérité en Grèce. C'est l'immigration économique. C'est ça, ils disent, oh, c'est des réfugiés syriens. Moi, je me rappelle de ça. Puis les Grecs, ils ont su comme... on vient de recevoir des milliers puis des milliers de Pakistanais qui viennent de la Turquie. On sait c'est quoi un Syrien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est beaucoup produit, exactement. Il y a beaucoup de pays qui sont entrés dans ces vagues-là puis qui ont juste, tu sais, hitch, dans le fond, avec la caravane ou avec la bande de gens qui montaient. Les Mexicains, même chose. On dit, c'est des groupes de Mexicains. Une portion de Mexicains qui est rendue minoritaire maintenant. Moins de 50% des gens qui franchissent la frontière sont Mexicains. Beaucoup de Chinois, d'Indiens, de Pakistanais, beaucoup de gens d'Amérique centrale, d'Amérique latine. Fait que ça, c'est absolument ça. C'est que tu vas avoir de l'immigration économique, on choisit le meilleur pays dans la gang, et tu y vas, puis tu vas jusque-là. Fait que dans ce contexte-là, si tu sais que le Canada, nous autres, on veut aider tout le monde, puis qu'on va vouloir toujours tendre la main, puis qu'on va vouloir... Ça se peut effectivement que ça devienne un problème. Si on ne respecte pas la décence des vrais réfugiés. Ouais. C'est là que moi, j'ai un problème avec ça. Puis ça, on me lançait des tomates parce que c'est facile de présenter toute cette discussion-là comme étant, dans le fond, on veut pas c'est xénophobe, on veut pas d'immigrants, on veut pas de réfugiés, ce qui est absolument pas le cas. Moi, ce que je dis, puis le point est important de comprendre, c'est que ce système-là a été construit pour des vrais réfugiés qui existent encore aujourd'hui. Oui.
Il y en a des réfugiés qui ont besoin de sortir du Myanmar, qui ont besoin de sortir de Birmanie, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui ont besoin de sortir du Yémen, qui ont besoin de sortir de Syrie, des Alaouites qui sont opprimés par les rebelles. Il y en a en masse. T'as vu ce qui se passe en Syrie maintenant avec les massacres contre les chrétiens? Ça, je te parle des Alaouites. Mais on parle pas de ça. C'est pas dans nos nouvelles. That's OK. Après ça, des Congolais qui ont besoin de partir ou des. Avec le Rwanda, tu checks ça aussi, moi aussi. C'est là-dessus que je suis en ce moment. Ouais, c'est fou. Ça n'a aucun sens. Fait que ces affaires-là, qu'est-ce qui arrive à ces réfugiés-là? Ils font encore la même demande qu'avant. Puis ils essayent. Puis ils se mettent en arrière de la file. Puis là, ça prend 7 ans pour avoir une réponse. Parce que tu passes dans un système qui est rendu dénaturé, qui a été instrumentalisé par des gens qui l'ont vu et qui ont passé dans la file. C'est un peu comme s'il y avait une file pour les véhicules, tu sais, les chars électriques, puis les taxis, puis tout ça. Tout le monde décide de passer par là. Dans 2 secondes, ça ne sert plus à rien. Ouais. Elle est complètement inutile. C'est une voie comme les autres, puis on fait juste tout se présenter en même temps à la gate. Pourquoi elle est là? Fait que si on est pour faire aucun enforcement, là, je dis, on m'a lancé des tomates et j'étais donc bien heureux de voir quelqu'un que je respecte énormément, Stephen Hanfield, qui a été un avocat en immigration. A été parce qu'il vient juste d'arrêter sa pratique. Ça a été l'avocat en immigration le plus, pour ce qui est des réfugiés, puis des cas d'aide humanitaire, puis des cas d'accueil de ces gens dans des situations extrêmement difficiles, c'était lui qui les aidait à naviguer le système, puis à les faire entrer au Canada, puis à défendre leur cause, puis à s'assurer qu'ils ne soient pas retournés dans le pays et qu'on aille au bout des recours. Et là, il décide de fermer sa pratique. Puis je fais plus ça. J'arrête les réfugiés, puis longue entrevue à lui demander pourquoi, puis il explique ses causes. C'est rendu n'importe quoi, ce système-là. C'est pas des vrais Je refuse plus de clients que j'accepte parce que c'est rendu toutes des affaires que je suis pas capable de backer. Là. Des histoires qu'on je suis pas capable de vérifier l'histoire, ou manifestement c'est pas vrai, manifestement c'est pas un réfugié. Puis toi, si tu es engagé là-dedans pour aider ce monde-là, puis là tu vois que le line-up devant ta porte, c'est 800 personnes avec des bagages Gucci, puis avec... Je comprends que ça peut t'enlever de goût un peu. Ouais. Fait que de voir que c'est ça. Le système est tellement rendu inutile que même les avocats qui voyaient ça comme étant leur mission, leur calling dans la vie est comme... Oh, je détruis mon pays! Je suis mieux de me trouver autre chose. Je suis mieux de trouver un autre moyen de contribuer à ces gens-là. Fait que ça, je trouve ça d'une tristesse, mais ça évoque ce qu'on te dit là. Que ça n'a pas besoin d'être un point de gauche ou de droite des gens, puis en passant... Non, ça c'est pas gauche, c'est juste logique. Puis M. Hanfield a été candidat au PQ. C'est pas un gars de droite, c'est pas un gars d'extrême droite. Mais non, c'est un gars qui était très à la limite de gauche-centre, si on veut. Et quand moi je vois ça, ce que ça me dit, c'est ça. C'est qu'on a un problème avec ce système-là. On a un problème avec comment ça a été géré au fédéral. C'est beaucoup ça, là. Tu vois ce que Trump fait? C'est pas l'idéal, on s'entend. C'est vraiment pas l'idéal. Ce qu'il est en train de dire, dans le fond, parce qu'on le voit, là, c'était juste une question de laxisme. C'est parce que tu sais qu'il y a moyen de vivre illégalement. On va y aller. Même si tu me dis, j'ai pas le droit. C'est comme si tu roulais à 120. Tu sais, tu ne feras pas arrêter à 120. La limite est à 100, mais t'es à 120. T'es à 130 si tu m'arrêtes pas. Mais t'es à 160 si tu m'arrêtes pas. C'est où que tu m'arrêtes? Définition de la limite, là. OK, tout le monde est conscient. Check le trafic. C'est pas mal cette vitesse-là parce qu'on sait que ça marche. Si tu marches comme ça avec avec les États-Unis, puis que tu dis ça, tu n'as pas le droit de venir. Mais si tu viens, là, tu es capable d'avoir un compte en banque, tu es capable de travailler, tu es capable de prendre l'avion, tu es capable d'acheter une maison, tu es capable de prendre un prêt, tu es capable d'avoir une hypothèque, tu es capable d'aller à des matchs sportifs, tu es capable de prendre le métro, l'autobus, d'avoir un char, un permis de conduire, tu es capable de vivre comme un ami. Tu es capable de voter. Dans certains États, oui. On va parler de ça aussi. Tu as absolument raison. Donc, quand tu vois ça de même, là, tu me dis d'un côté de la bouche, tu n'as pas le droit de venir. Mais si tu viens, ça va être correct, puis tu peux vivre ta vie en paix, puis être dans le pays le plus prospère au monde. Fait que il faut se surprendre après qu'il y a des gens qui collent le bluff, puis qui y vont. Et je ferais la même affaire. Ouais, moi aussi. Fait que ce que Trump est en train de faire, c'est de changer les conditions à l'intérieur des États-Unis. Puis là, je veux pas que vous pensiez, je suis en train de dire, c'est donc bien brillant. Je vous dis ce qu'il fait. Ouais. À la vue d'un observateur extérieur, quand tu analyses la situation, ce qu'il fait, c'est de dire, bon, puisqu'en ce moment, on a des conditions incitatives à venir aux États-Unis, on va transformer l'environnement, qu'il soit réglementaire, législatif, tout au complet, pour que ça devienne dissuasif de venir aux États-Unis. Là, tu veux venir? Non, on te repousse à la porte. Tu dis que tu vas rentrer pareil. Quand on te trouve, on te sort. Tu veux vivre ici? On va te checker à la porte de tous les métros. On va vous carter. On va te checker dans les autobus, dans les matchs de baseball. On va vérifier. On va faire des vérifications aléatoires dans les entreprises. Avant, ils disaient... je vais venir voir ta shop le 14. All right? Merci. T'arrives le 14, 25 gars dans le shop sont malades cette journée-là. Ils n'ont pas rentré aujourd'hui. Fait que ça, les Américains avaient configuré un système pour
regardait dans l'autre direction, sachant qu'il y avait jusqu'à 5% de la population qui vivait illégalement. Au-dessus de 15 millions de personnes, c'est la Belgique ce qui vit illégalement. Ça n'a aucun sens. Fait qu'ils ont comme construit un système pour que on regarde dans une direction, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils payent des impôts, il faut qu'ils aient des taxes, que tout le monde les engage. Puis, je dis non. Avant hier, ce que je regardais, c'est le plus gros move que Trump a fait, c'est le plus loin qui a été à date, où là, on retire le numéro d'assurance sociale. Eux autres, ils arrivent, ils sont capables d'obtenir un numéro d'assurance sociale, même si tu es un illégal, même si tu n'as pas le droit d'être aux États-Unis. Je sais pas comment ça marche. Il n'y a pas de règlement. Je ne comprends pas. Fait que là, à cause de ça, tu es capable d'ouvrir un compte en banque, etc., d'opérer, justement. Ouais. L'administration Trump dit, le numéro d'assurance sociale, on les retire à cette heure. En commençant par ceux qui sont des listes criminelles, etc., mais on ouvre la porte à tout le monde qui est illégalement payé. On va juste enlever le numéro d'assurance sociale. Fait que là, quand tu prends la somme de tout ça, là, si tu es ici sur un permis puis tu dis quelque chose pour le Hamas, dehors. Tu dis que tu es en train de créer un environnement où tout le monde comprend que, OK, c'est peut-être pas les États-Unis où je vais aller. Je vais peut-être aller en France. Je vais peut-être aller au Royaume-Uni. Je vais peut-être aller au Canada. Mais les États-Unis, c'est plus la place. Tu comprends comment rapidement, la mentalité, tu descends dans la liste des top-tier pays puis tu te ramasses avec la Chine puis la Corée du Nord très vite comme destination d'immigration illégale. C'est ça que Trump est en train de créer. On peut être d'accord ou pas avec ça, mais il faut tenir en compte le constat indéniable et indiscutable que le système de réfugiés, qu'on dit franchement, il ne fonctionne pas, il est dénaturé, puis c'est de l'immigration économique. Maintenant, vous pouvez dire, ils ont le droit pareil ou je n'ai pas le droit de traiter les gens comme ça. On comprend ça, ce point-là. Mais tu ne peux pas nier le droit aux États-Unis de contrôler qui se trouve sur le territoire. Je suis d'accord avec toi. Le seul problème que j'avais récemment, c'était que tu te rappelles de la fille qui c'était une étudiante, puis elle est allée parler pro-Hamas, puis tout ça contre l'Israël, puis ils l'ont ramassée, on dit on va te mettre dehors. Moi, le problème que j'avais avec ça, c'est que Trump, avant, il disait que il n'aimait pas l'extrémisme gauche. Alors, si tu parles contre les athlètes trans ou tout ça, il n'aimait pas que le monde est comme on doit te canceller puis tout ça. Puis je suis d'accord avec lui, c'est fou. Tu as des opinions, c'est cool, c'est cancel culture. Alors là, lui, il dit si tu parles contre l'Israël, même pas les États-Unis, l'Israël, c'est un autre fucking pays. Je m'en fous carrément de l'Israël, c'est un autre pays. Je peux critiquer l'Israël si je suis au Canada ou aux États-Unis. Fuck that. Pour l'Israël, on va te mettre dehors. Bon, OK, je dis pas que je suis pas pro-Hamas, je déteste Hamas. Mais je veux dire, si tu veux fucking parler de Hamas ou d'Israël ou whatever, t'as le droit. Mais c'est juste un pays que t'as pas le droit de critiquer l'Israël. C'est même pas ton propre pays. Ça, je trouve ça fucking bizarre. Là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est ça. Ça, c'est de la censure. C'est effectivement l'argument qui est donné par l'administration Trump. Si on joue l'avocat du diable, parce que c'est, encore une fois, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais si on veut regarder leur position eux autres, ce qu'ils disent, c'est on t'aurait jamais donné ce visa-là. T'as menti sur ton application. Quand on te demande pour rentrer aux États-Unis, est-ce que tu aimes l'Israël? C'est est-ce que tu encourages les groupes terroristes, est-ce que, etc. Est-ce que tu as des positions pro-Hamas? Ils posent explicitement la question. Et peut-être, pour la défendre, avant ça, elle n'était pas terroriste. Peut-être pas, c'est ça. Peut-être quoi ça s'est passé dans les 2 dernières années. Peut-être avant ça, elle n'était pas. Elle avait dit la vérité, puis là, elle était comme, tu sais quoi, j'aime le terrorisme. C'est ça. Fait que l'argument américain, c'est comme de dire, on t'aurait pas laissé rentrer in the first place, t'as menti sur ton application. Mais non, c'est ça, c'est de la censure, c'est clairement une culture de l'annulation où on essaie de, encore une fois, on revient à notre environnement dissuasif. T'essayes de montrer à tout le monde, c'est quoi le message, là? C'est là, stay in line. Si vous êtes ici sur un permis temporaire, si vous êtes ici sur un permis conditionnel, étudiant, travail, whatever, prenez pas pour acquis que vous allez rester ici. Oui, ça compte pour encourager le terrorisme ou contre Israël. C'est la version extrême. Ouais. Mais c'était aussi, là, si vous avez un dossier criminel, là, si on te pogne sous au volant, si on te pogne... Le message derrière ça, c'est comme on n'a plus aucune tolérance pour les activités anti-américaines sur le territoire américain. Ça, c'est logique. Je suis d'accord avec ça. Mais si c'était ça pour tout le monde... Ça va dans l'extrême. Mais si c'était pour tout le monde... Ça va dans l'extrême. Si c'était pour tout le monde, OK, mais moi, c'est juste... Si t'es là et t'es aux États-Unis, quelqu'un critiquait le Canada. OK? Ça, c'est pas un problème. Non.
Et si tu critiques l'Israël, là, c'est un problème. Puis là, ils ont laissé l'ambassadeur du Québec. Ouais, moi, tu sais, ils m'ont laissé l'ambassadeur du Québec. Ouais, c'est là. L'inauguration. Mais c'est ça que je comprends pas. Si c'était pour tout le monde, OK, c'est différent. Mais si c'est juste un pays qu'on n'a pas le droit de Ah non, critiquer. ça, c'est Israël qui a un régime de terreur sur les États-Unis. C'est ça. Ah, ouais. C'est qu'on doit discuter ça. Ça, c'est fou qu'un autre pays vous contrôle, même avec les affaires de Epstein, que c'était un gars de Mossad, puis après, plein de blackmail. Pourquoi on ne discute pas ça? Ça, c'est extrême. Ah, c'est incroyable. C'est extrême. Incroyable. Le pouvoir de l'État d'Israël sur le gouvernement américain, c'est probablement un des faits géopolitiques les moins bien compris puis avec le plus d'impact. C'est quand on parle du pétrodollar, on parle des gros systèmes qui définissent le monde. Tu peux pas comprendre le monde à moins de prendre en compte un des ingrédients qui est l'implication d'Israël dans la politique intérieure américaine. À quel point ils sont constamment en train d'influencer tout le monde. C'est le seul pays qui peut dépenser dans le processus électoral américain sans avoir à s'enregistrer comme foreign agent. Explique ça parce que ça, c'est fucked up. Essentiellement, c'est pendant les années, si je me souviens bien, les années 60, 70, c'est arrivé, 60 en fait, c'est sous Kennedy. Kennedy s'était pogné, justement, avec je pense que c'est American Zionist Association. Oui, apparemment, il était vraiment fâché envers eux. Il dit, qu'est-ce que vous faisiez? Ouais, qu'ils disaient, vous n'avez pas le droit d'être aux États-Unis, représenter les intérêts d'un pays étranger, puis de dépenser dans le processus électoral, de payer des politiciens pour dire quelque chose ou financer leur campagne, s'assurer que lui gagne contre lui parce qu'il y a une position pour un pays étranger. Si l'Iran venait faire ça, pousser des candidats pro-Iran... C'est une guerre. Ben c'est un acte de guerre, c'est un acte c'est une ingérence extérieure. Fait que les Américains ont un système très, très, très ferme et rigoureux pour ça, qui est l'enregistrement de Foreign Agent. Tu es censé, je pense que c'est la loi FARA, Foreign Agent Registration Act, ou quelque chose comme ça. Tu es obligé de t'enregistrer quand tu vas faire des activités qui influencent le processus politique pour les intérêts de notre pays. Tu es correct. Si toi, tu es la Turquie, puis tu veux juste sensibiliser le gouvernement américain à dire là, ce que vous faites en Syrie, ça nuit crissement à nos affaires, puis telle affaire, puis voici ce qu'on aimerait mieux voir comme politique, puis comment que ça orienterait, qui améliorerait notre relation. Tu as besoin de ça dans un gouvernement. Tu as besoin de parler avec les autres. Puis le lobbying, il faut le comprendre, c'est pas entièrement mauvais. Les législateurs comprennent rien à rien, jamais. Là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de réglementer le web, puis ils veulent nous mettre le conseil de presse dessus, puis c'est qu'ils comprennent rien. Il y aurait des lobbyistes de l'industrie, du web, des créateurs, des gars comme toi et moi, qui iraient s'asseoir avec eux autres, juste expliquer, voici comment ça marche notre business. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de fonctionner? Qu'est-ce qui nous nuit? Puis comment l'intervention réglementaire que vous êtes en train de mettre en ce moment, ça serait très problématique pour l'industrie. Voici les conséquences négatives que vous n'avez peut-être pas vu venir. Ah ouais. OK, on va ajuster notre loi un peu parce qu'on ne veut pas cet effet-là. On ne veut pas fabriquer ces conséquences-là. Donc, tu as raison. Et c'est à ça que ça sert des lobbyistes. Autant que tu as de l'autre côté le conseil de presse qui va être enregistré aussi comme lobbyiste, qui va venir dire « Non, voici mes arguments ». C'est ça la job des lobbyistes, c'est de s'assurer que toutes les industries sont entendues égales et les acteurs. Fait que ça, la Turquie, Israël, good, fine. La différence, c'est qu'Israël s'est obstiné, les organisations qui sont devenues AIPAC par la suite, qui disent essentiellement, non, on n'est pas israélien. On est l'American Zionist Association, on est des Américains qui défendent la posture sioniste. C'est-à-dire, il devrait y avoir un État juif dans le Moyen-Orient, sur la terre sacrée. C'est ça la position. Donc, c'est pas pro-Israël. On est juste des Américains qui pensent ça. Et donc, ils ont gagné à travers cette extension-là le droit de dépenser autant qu'ils veulent dans le processus électoral américain, au même titre que un Exxon ou qu'une entreprise ou que quel autre groupe de lobby à travers Citizens United, où ils ont le droit de donner autant qu'ils veulent. Parce qu'on a déterminé aux États-Unis que puisque les organisations, tout ce qui n'est pas un être humain, toutes les entités, ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Ils n'ont pas de droit de vote. Comment ils font pour se faire entendre? Leur seul moyen, c'est de dépenser. Fait qu'à travers la décision de la Cour suprême qui était Citizens United contre je m'en souviens, c'était États-Unis contre Citizens United, je pense, c'était le gouvernement américain qui se faisait poursuivre essentiellement, ou Federal Election Commission, je pense que c'est FEC contre Citizens United, qui disait, regarde, tu restreins notre liberté d'expression à tous mes constituants. Ils ne peuvent pas s'exprimer, tu les empêches de dépenser. Ils ne peuvent même pas voter en plus. Donc, c'est une limite au premier amendement. C'est anticonstitutionnel. Et constitutionnellement, tous les acteurs institutionnels, l'entrepreneuriat américain, ils ont le droit de s'exprimer à travers l'argent dans le processus électoral américain. Et même si c'est pour un autre pays. Pour un autre pays.
Non, pas si c'est un autre pays. Juste Israël qui est sur une exception à cause de ça. Puis ça, c'est l'autre affaire que j'aime pas. Tu sais, avec l'Israël, maintenant, moi, je suis qu'avec les documentaires et avec les entrevues avec des agents du CIA, le CIA ne considère pas l'Israël comme leur allié. C'est un de leurs plus grands ennemis. Tu sais ça? OK. Puis maintenant, avec les choses qui ont sorti à propos de l'assassination de JFK, on sait que le Mossad est impliqué dans ça. Dans l'assassination d'un président américain. Tu parles d'un acte de guerre, là? Oui, mais non, on doit l'ignorer. Même Ben Shapiro, je voulais l'étrangler, il a dit « Ah, pourquoi, on devrait s'en foutre, ça fait longtemps, pourquoi est-ce qu'on s'implique dans ça maintenant? » OK, mais quand ça vient pour toi, quand le monde te dit « Pourquoi est-ce que tu veux toute la région d'Israël? » Tu dis « Parce qu'il y avait longtemps et on dit qu'on devrait avoir cette terre-là. » Alors pour toi, on peut retourner dans l'histoire. Mais quand les Américains disent « Yo, ça fait quelques années que vous avez tué notre président, là, on ne devait pas retourner. » C'est fou, hein? Le double standard. C'est des vieilles affaires. Ah oui, moi, des missiles. C'est fou comment il a fait ça. Moi, j'aime pas qu'un pays peut s'imposer comme ça. Puis il contrôle. Moi, j'adore les Américains, j'adore les États-Unis, j'adore la liberté d'expression. J'adore ça. Mais bro, je les vois maintenant. Je suis comme, mais si vous êtes contrôlé par un autre pays, puis tout le monde au monde le sait. Puis OK, le Canada, même chose. Pas juste avec l'Israël, mais avec la Chine aussi. Nous aussi, on se fait contrôler par eux. Je dis pas que c'est mieux, mais je veux juste dire, hey, les gars, les deux, réveillez-vous. Arrête de faire la petite guerre entre vous autres. Mettez-vous ensemble, pas 51. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux 2 identités séparées. Mais je veux juste dire ensemble, tu sais, fair trade et tout ça. Ouais. Des bons alliés comme avant. Puis tous les autres gens, on doit les fucking déplacer un peu, les pousser un peu. C'est quoi ça? Tu veux dire on se fait gérer par ici, beaucoup avec la Chine, on par sait l'extérieur, ça. Moi, par l'extérieur, puis les États-unis, beaucoup avec l'Israël. C'est fou. Ouais. Puis nous, on s'entre des petites guerres entre nous, tu sais. Mais là, on va venir à Israël. Moi, j'aime ça jouer le game theory depuis l'autre posture. À me dire, ton tour, mon tour, ton tour, mon tour. Puis on voit que je commence à escalade assez rapidement. Moi, j'ai un petit pays d'à peu près, à ce moment-là, surtout comment on configure Israël dans le départ, quelques millions de personnes tout au plus. 8 millions. Oui, ça, c'est aujourd'hui. Et je pense que c'est comment qu'on le configure au départ. On parle de peut-être 4 ou 5 millions. Là. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que, tu as 3 guerres en l'espace d'à peu près 15 ans, où tous tes voisins essaient de t'envahir simultanément, puis qu'à chaque fois, ça passe quand même proche, puis à chaque fois, ça mobilise l'entièreté de ta population, puis ça prend de l'aide étrangère, puis à chaque fois, ce qui te sort de la merde, c'est justement, c'est les Américains qui viennent t'aider, c'est les Européens qui te donnent de l'argent, c'est la seule manière que ton État survit. Naturellement, toi comme gouvernement, ta prérogative numéro 1, tes intérêts supérieurs de la nation indiscutable, ça devient d'infiltrer tous les pays occidentaux du monde pour t'assurer qu'ils sont noyautés avec de tes intérêts et que toujours, quand il va y avoir une guerre chez vous, ils vont répondre puis ils vont t'aider. Ils peuvent pas décider de dire « Ouais, non, on n'est pas si intéressé que ça, cette fois-ci, débrouille-toi. » Si ça arrive, comment ils ont configuré l'État d'Israël, moins à cette heure avec la supériorité nucléaire, puis etc. Mais les Israéliens disparaissent de la carte. Eux, c'est comme ça qu'ils le voient. Ouais. Fait que de leur intérêt, t'envoies un Epstein qui va aller faire un honeypot, récupérer des tapes sur toutes les personnalités politiques puis les corporations du monde, puis tu vas t'assurer de les tenir par les couilles. Ouais. Oh, moi, je comprends ça. C'est comme si quelqu'un a besoin, des voleurs ont besoin de quelque chose, ils n'ont pas d'argent. Je comprends pourquoi il veut rentrer chez nous pour me voler. Mais je ne vais pas les fucking laisser faire. Exact. Là, on joue avec Game Theory. Ouais. Ton tour. Ta job, c'est d'empêcher ça à tout prix. Ta job, c'est de voir qu'on essaye de te noyauter puis t'infiltrer puis qu'il y a des lobbies à l'intérieur de chez vous qui essaient de tirer toujours plus d'argent puis de ressources pour aller par chez vous. Et donc, les Américains, là-dessus, sont arrivés assez rapidement à la conclusion que oui, les Israéliens sont un ennemi. Ils vont noyauter le processus politique à tour de bras, que ce soit en Allemagne, en France, que ce soit partout. Ils vont à travers. Et c'est pas, ça je te dis, c'est pas une question de... Les gens voient ça comme une conspiration. Mais non. Ta responsabilité numéro 1 comme État, c'est de continuer à exister. Si t'es pour la Chine, c'est les invasions extérieures. C'est l'effondrement du Parti communiste. C'est ces affaires-là qui sont les menaces à l'existence, les menaces existentielles. Le Canada, c'est quoi? Le souverainisme québécois. Il n'y a pas personne qui va envahir le Canada. La plus grosse menace, c'est pas de l'externe, c'est de l'interne. C'est une désintégration du pays par la fin de la cohésion politique, le mouvement. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait quand c'est apparu? Juste une petite pause. OK, tu dis ça, mais aussi, c'est parce qu'ils ont peur du Québec.
le pays va disparaître. Mais avec une masse immigration, puis nous, on ne fait pas assez d'enfants, ça ne va pas faire la même affaire juste un peu plus longtemps? Oui. Mais alors, de quoi on parle? Ça a été déterminé justement en réponse au mouvement souverainiste. Le Canada n'allait pas dans cette direction-là pendant tout le multiculturalisme, tout ça. On était 2 nations fondatrices, très fiers de l'être. On était un peuple bipède, si on veut, là-dessus. Puis à partir du moment où tu arrives avec des référendums québécois, puis le mouvement nationaliste qui lève, puis là, tu as Pierre-Éliott Trudeau, justement. C'est un très bon exemple. Pierre-Éliott Trudeau qui dit au service secret canadien, vous allez me traiter les souverainistes comme vous avez traité les communistes. Fait que là, tu as dans les années 60-70 des événements documentés où on a su que la CIA américaine, la GRC, les services secrets canadiens ont fait sauter des bombes au nom du FLQ. Des felkistes qui sont sortis du mouvement en disant « Ben oui, à la fin, c'était rendu n'importe quoi. On était plus d'agents de la GRC que de vrais felkistes. » Pour vrai, c'est ça qu'il dit. Fait que là, quand tu vois ça, à chaque fois, la responsabilité de l'État, effectivement, après ça, on a fait l'assimilation, puis on a vu que la principale menace à l'existence du Canada, c'est l'explosion du pays. Fait que qu'est-ce que tu fais comme premier ministre canadien? Ben oui, tu t'arranges, tu confies un pays qui va tenir, tu noies un peu l'identité québécoise à travers le multiculturalisme. Puis là, non, on a plusieurs cultures, vous êtes un parmi tant d'autres, puis c'est beaucoup une réaction à ça. C'est largement une réaction à ça. Fait qu'après ça, tu prends l'exemple avec n'importe qui dans le monde. Les États-Unis, eux autres qui voient comme menace à l'intégrité de l'État, c'est de dire, ben là, on ne contrôle plus qui rentre et qui sort. Puis là, en plus de ça, t'as les Chinois qui nous abusent, là, notre argent sort de toutes les... Fait que tout le monde essaye de regarder comment on fait pour continuer à exister, c'est quoi les plus grosses menaces à la continuité de notre pays, puis comment on s'attaque à ça. Puis pas juste quand que ça devient une menace, non, en constante, en amont, tout le temps. Tu t'assures justement que le souverainisme, ça reste mort. Tu t'assures que ça ne lève jamais, qu'il n'y ait pas accès à des leviers culturels, constitutionnels. Québec demande des affaires à Ottawa. Il pourrait dire, là, non, c'est fini, le souverainisme, là, on va vous le donner. Là, votre droit aux Français, on va vous le donner. Là, on va arrêter de contester ça en Cour suprême. Mais non, on n'a jamais arrêté ça. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation canadienne de tuer le mouvement souverainiste dans l'œuf. Puis ça, moi, comme souverainiste, je le regarde, puis je suis comme, fair game. I'm not even mad. C'est comme, fair enough. Puis nous autres, notre job, c'est de détruire ton pays. Je comprends qu'en game theory, je joue mon tour, tu joues ton tour. C'est sûr, tu vas réagir à mon action. Moi, je réagis à la tienne. Le multiculturalisme, c'est ce qui essaie de te tuer. Good. Ben moi, je suis contre le multiculturalisme. Ouais. Puis toi, c'est quoi ta réponse? Je suis un raciste. C'est bon. Oui, parce que c'est un peu illogique de dire j'aime pas ça le français, tout le monde doit parler anglais. Si tout le monde parle indien, ça c'est cool avec moi. Alors pourquoi t'avais un problème avec le français? Ouais, moi, ça c'est une autre affaire. Parlez la langue que vous voulez, là. C'est pas non, mais je dis, ils sont cons. Non, on va pas apprendre le français, même si ça fait partie du même pays. Mais ils ont pas de problème avec d'autres langues. C'est juste le français qui a un problème. C'est ça que je comprends pas. C'est des choses illogiques. Je vois ça, puis tu commences une guerre avec tes propres personnes, qui sont les Québécois, ils font partie du Canada. Pourquoi? Ben, on pourrait dire qu'on n'a jamais fait partie. Là. Ça, c'est une autre affaire. Là. On pourrait très bien dire qu'on n'a jamais fait partie. Puis c'est des affaires qui sont comme tabous à nommer. Mais si tu regardes l'histoire, c'est que ça, des pays. C'est une majorité, pour ramasser un autre petit bout de territoire. Puis là, ben là, ils les assimilent tranquillement. Ils vont les intégrer. C'est que ça, l'histoire. Fait que là, t'as ici, on avait une bande de francophones qui habitaient là, qui était essentiellement une coloniade française qu'eux autres prenaient pas trop au sérieux. Les Anglais arrivent ici, crissent une volée, ramassent le territoire. Après ça, c'est quoi que ça donne? Ben oui, t'as un peuple qui est pas le tien. Ouais. Y a-tu 2 peuples dans l'histoire du monde qui se sont fait plus la guerre que les Français puis les Anglais? Fait que là, ben oui, ils prennent le contrôle d'un territoire français. Tu penses qu'ils vont faire quoi après? Nous taper dans le dos, nous dire, ouais, on vous aime. Ah non. Après ça, nous autres, on essaie de continuer d'exister tout ce temps-là. Puis comment se développe le pays? Justement, on en parlait tantôt. Nord-Sud. Ouais. Nord-Sud. C'est quoi le Québec? Le continent américain, c'est comme des longues strates nord-sud. Si tu regardes, par exemple, nos prairies à nous autres, c'est les mêmes prairies que les Américains. Là. Là, on a une ligne ici entre nos 2 tables. Là, ça change rien. Si je dis, gars, ça, c'est les prairies. On tente les 2, man. Ouais. Ça change absolument rien. Il y en a un bout de ton bord, il y en a un bout du mien. Good. Déplace-toi par là, c'est quoi qu'il y a? Les Rocheuses. De l'autre bord des Rocheuses, penses-tu qu'ils parlent avec les prairies? Ben non, ils sont pas capables de construire une route entre les deux. On est pas capable de construire un pipeline, un chemin de fer, c'est n'importe quoi. On a essayé de construire un pipeline, on est rendu à 12 milliards, je pense, en frais pour construire ça. Fait que la réalité, c'est que là, tu as la Colombie-Britannique qui va s'aligner avec qui? Ben, avec les Américains au sud.
qui est beaucoup plus, si tu regardes la Colombie-Britannique, c'est bien plus. Vancouver, c'est bien plus la Californie. L'Oregon, Washington, c'est beaucoup plus aligné. C'est Californie avec la pluie. Ouais, plus aligné sur l'Asie. C'est des Chinois, beaucoup plus. Maintenant, si tu t'en vas dans la région des Grands Lacs, l'Ontario, etc., ben là, c'est une prolongation de la région des Grands Lacs américaine. Oui. C'est là que toutes nos usines y sont, c'est là que le cœur de la population est. C'est la même culture, c'est le même vibe, après les mêmes infrastructures, même climat. Tu t'en vas un petit peu plus vers l'est, qu'est-ce que tu pognes? Tu pognes le Québec, qui est une extension de toute la côte est américaine. Massachusetts, descends, c'est fantastique quand tu descends par la Beauce, quelque chose de même, puis tu traverses la frontière, c'est la Beauce. Ouais. Plus de Beauce pendant 150 km, descends par Jackman, descends pour vers le Maine. C'est à peu près la même chose, c'est juste à changer de pays. Fait que là, après ça, tu nous dis, non, vous autres de l'autre bord des Rocheuses, faut que tu fasses du commerce avec le Québec. Puis avec les Maritimes. Puis l'Ontario. C'est comme si tu demandais à l'État de New York de faire du commerce avec l'Oregon. Et on se dit, de quoi tu parles? Évidemment qu'on est aligné avec les quelques États avec qui on a des flots naturels d'infrastructures, de chemins de fer, de climat, on partage les mêmes intérêts naturellement. Fait que là, après ça, nous autres, tu me parles du Québec. Comment qu'on s'est développé? On s'est pas développé en étant des Ontariens, on s'est développé en étant des Américains qui parlent français en Amérique du Nord. Fait que là, ben écoute, on écoute leurs films, on écoute leur culture, on les traduit, on écoute leur musique, on prend leurs entreprises, c'est eux autres qui financent toutes nos opérations ici, tout le capital américain. C'est eux autres qui construisent nos usines, c'est le banque qui finance tous nos gros projets. Qui vient, où qu'on investit nos retraites? Aux États-Unis, sur Wall Street, dans les S&P 500, puis on panique tout quand ça se met à baisser à cause d'une décision que les Américains ont prise. Fait que dans cette optique-là, moi, j'argumenterais que ce pays-là, du Canada, n'a jamais vraiment existé comme une entité commune, cohésive. Ça a toujours été un peu comme on existe au nord des États-Unis, puis on essaye d'en tirer le maximum possible. Toi, comment ça va? Ah ben, good, toi, pas pire. On n'a jamais vraiment eu un intérêt partagé plus que ça, puis c'est normal. Parce que les autres, c'est la région des Grands Lacs, ils n'ont pas le même setup que nous autres. Nous autres, tu n'auras jamais des gros shops de même comme tu as des shops automobiles en Ontario. C'est pas la même affaire. Wow. Fait que là, la marde est pognée avec les États-Unis. L'industrie automobile. Nous autres, on s'en calisse. On n'a même pas d'industrie, notre propre industrie. Ouais. On s'en pas énormément, même pas comparable avec l'entièreté de nos usines automobiles. Elles sont toutes en Ontario. Ouais. À cause justement de la proximité avec les Grands Lacs, etc. Puis les Américains, c'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait. C'est qu'ils voient justement que c'est la même affaire. Il y a un lac entre nous deux, il y a une route qui traverse, ça prend rien qu'un pont. Le pont de la. C'est quoi ce pont-là? Déjà, celui qu'ils ont bloqué pendant la pandémie, là, avec les truckers. Ce pont-là, ça prend genre 15 minutes à traverser, t'es au Canada, d'une usine à l'autre. Puis là-bas, le monde, il gagne 50 000. Canadiens. Tu chump change, t'arrives là, toi, de l'autre bord, c'est le contraire. T'as tes gros syndicats, ça te coûte 85 000 pour le même salaire de produire la même automobile. Là, les Américains, on en parlait l'autre fois, viennent construire leurs navires dans nos chantiers navals à Lévis, etc. On va construire des brise-glaces pour la marine américaine. C'est pas parce qu'ils n'ont pas des chantiers navaux. C'est pas parce qu'ils n'ont pas des staffs qui veulent travailler puis qu'ils n'ont pas des syndicats là-bas qui poussent pour plus de contrats puis là, on veut un autre contrat, construire un autre navire, ils se battent pour ça pendant des années. Pourquoi les Américains disent non, on va le donner au Canada? C'est pas parce qu'ils veulent nous rendre service, c'est moins cher, puis ils nous exploitent comme une espèce de colonie ouvrière, dans le fond. Which is fine. On est heureux de le faire. Ouais. Et ça, je veux dire que moi, je vois pas le Canada comme on s'en regarde, là, puis on fait un plan de match collectivement. Pourquoi? On n'a pas les mêmes intérêts. Nous autres, on se calisse de ta chicane sur la question des automobiles. La gestion de l'offre, eux autres en ont rien à chier ce qui se passe avec notre gestion de l'offre. Puis c'est normal, ils en ont pas. Eux autres, c'est ceux qui regardent vers le Québec et disent « Arrêtez ça, gestion de l'offre. » Puis nous autres, on est comme « Mais c'est quoi la question avec l'automobile? Fuck you, là. Traversez ça aux États-Unis. » On partage pas la même destinée. Ce qui arrive là-bas, ça n'a pas d'impact sur nous autres. Puis moi, ce qui arrive au Québec, ça n'a pas d'impact sur la Colombie-Britannique. Fait qu'ils nous regardent, c'est comme « Arrange-toi avec tes affaires. » Puis là, tu veux de l'argent. Pourquoi, là? Puis là, tu veux nous passer un pipeline depuis l'Alberta. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Vas-tu me donner de l'argent? Parce que moi, l'Alberta m'en calisse. L'Alberta nous donne beaucoup d'argent, non? Par péréquation. C'est indirect, dans le fond. Ils vont me donner à Ottawa. Ensuite, Ottawa va nous le redistribuer. Mais oui, tu as raison. L'Alberta finance largement les opérations au Canada. De péréquation au Canada. Le Québec en reçoit le plus au prorata parce qu'on a la plus grosse population. Si tu prends par personne, les Maritimes en reçoivent pas mal plus.
Pas mal plus. Ouais, mais je veux Mais juste c'est dire... des micro-provinces qui ont, tu sais, il n'y a pas assez de population pour qu'à l'échelle, ça se rende. Fait que tu regardes le chiffre au Québec, je ne veux pas quoter des niaiseries, mais il me semble que c'est quelque chose à 10 ou 12 milliards aux dernières nouvelles. Mais l'Alberta, eux, ils gagnent quoi avec ça? C'est juste... Rien. Ça s'impose à Ouais, eux? c'est de la cohésion pour le pays. C'est Ouais. justement qu'ils ont vu que le Québec, dans cet arrangement constitutionnel, était un peu le perdant. Puis naturellement, on n'avait pas vraiment d'intérêt à encourager cette industrie-là, puis à configurer le Canada comme une colonie pétrolière, un peu comme on a fait dans les années 80-90. On a commencé à faire du pétrole. C'est une décision qu'on a prise comme pays. Ça a un impact sur la monnaie, ça a un impact sur qui on est, ça a un impact sur notre économie, tout ça. Fait que là, le Québec, tu regardes ça de l'intérieur, on est comme... Puis nous autres, ce que ça créait naturellement, c'est que tu allais avoir des provinces qui allaient être plus riches. L'Ontario, l'Alberta, c'est ça qui sont avantagés par le régime canadien. Pour maintenir, encore une fois, on vient de l'intérêt supérieur du Canada, empêcher que ça éclate. Fait qu'on va en prendre un petit peu à toi, là. Puis on va distribuer à travers le pays. S'assurer que tout le monde soit un peu... que la marée qui monte soulève tous les navires canadiens. Puis qu'au bout de la ligne, Québec, peut-être pas... C'est surtout ça, le secret de Polichinelle. C'est un moyen de fermer la gueule du Québec dans le contexte du nationalisme québécois, qui disait on est parfaitement viable comme nation sans le Canada. Il y a comme là, 12 milliards. All right. Puis le pipeline, il n'y a rien qui est bon pour nous avec ça? Il n'y a rien qui nous rapporte parce qu'on est dans un seul pays. Fait que là, tu me dis, tu vas passer du gaz naturel, du pétrole sur mon territoire, puis tu vas exporter ça sur les marchands en Europe, peu importe. On va pas recevoir de l'argent à propos de ça? Ben non, on n'a pas de deal de transit, on est tous dans le même pays. C'est comme si tu me disais, là, ils passent des gazoducs à tour de bras à travers l'Ukraine. Il n'y a pas la région de Kharkiv qui prend son bout, puis après ça, le Donetsk prend son bout, puis après ça, ça tout le serait monde... bon pour le Canada au complet à cause de l'argent zéro. qu'on va recevoir, mais pas pour le Québec ou pas pour les provinces. Mais si on Pas fait partie d'un pays, directement. indirectement, c'est bon. C'est ça. Ah, si on ok, était un ok. pays, par exemple, là, encore une fois, on dit qu'on ne partage pas nos intérêts. Regarde l'Ukraine, très bon exemple. L'Ukraine, ça a été configuré de même, un État transit pour le gaz naturel de la Russie. Parce que quand la Russie, l'URSS s'effondre, l'Ukraine se part off, il y a encore tous des gazoducs qui traversent l'Ukraine, des pipelines, et ça rapporte énormément d'argent à l'un comme à l'autre. Fait qu'encore à ce jour, jusqu'à il y a en fait quelques semaines, le gaz naturel coulait encore dans les gazoducs en Ukraine. Parce qu'ils reçoivent 1 milliard par jour avec ça. Fait qu'ils sont comme, oui, c'est du gaz russe. Oui, ils nous font la guerre, mais nous autres, on lui fait la guerre avec cet argent-là. Fait que ça donne une idée à quel point, quand il y a une entente réciproquement gagnante, il n'y a pas personne qui gosse avec ça. Puis on aurait été heureux au Québec. Tu me dis, on est un pays, le pays de l'Alberta a besoin de sortir son pétrole, puis là, ils ont une entente entre eux autres, ils sont rendus au Québec, puis il faut qu'ils passent. Ouais. On dirait, good. Ton baril de pétrole, tu le vends, il vaut 90$. Là, en ce moment, tu as juste un marché où tu peux le vendre. Tu le vends aux États-Unis à 60$. Parce qu'ils savent que juste eux autres qui peuvent l'acheter, fait qu'ils ne te donneront pas le plein prix. On est le seul client potentiel. On va te donner 60. Même si le marché est à 90. Les gens ne savent pas ça. On vend notre pétrole à rabais aux États-Unis. Puis c'est beaucoup ça, le déficit commercial, d'ailleurs. C'est le pétrole puis le gaz qu'on leur donne. Fait que là, on dit, à la place de le vendre 60 à eux autres, donne-moi 10$ par baril. Comme ça, tu es capable de le vendre à 90 sur les marchés internationaux. Déjà plus. Puis tu fais déjà pas mal plus d'argent, mais tu as juste besoin d'une petite cote pour le transit. Et voilà. C'est ça qu'ils font avec l'Ukraine. C'est ça qu'ils font partout dans le monde. Il n'y a pas un territoire, une juridiction qui laisse un pipeline, une infrastructure étrangère. Oui, on est Canadiens, tout ça, mais tu comprends mon mindset. Quand les Québécois ne se voient pas comme Canadiens, vous pouvez les haïr. Je comprends, je vous décris le monde. Je pointe le soleil. Ça ne me dérange pas si c'est un coup de soleil. Je te dis, il est là. Fait que les Québécois, eux autres, disent non, tu passeras pas chez nous. Pourquoi j'accorderais ça si tu me donnes rien? Ouais. Fait que c'est là qu'Ottawa dit, ben non, on va nous donner les moyens, on va vous donner un petit peu d'argent. Et là, tu arrives avec les libéraux qui vont dire, OK, on va faire un corridor énergétique transcanadien, etc. C'est des projets comme ça qui datent des conservateurs, d'Andrew Scheer, puis d'Erin O'Toole qui nous parlaient déjà d'un corridor énergétique transcanadien. Qui, pour un pays, c'est bon. Absolument. Mais on a mais quand pas pour un pays qui est constitué. Séparé. C'est bon pour un pays. C'est pas bon pour 10 provinces dans un trench coat. Ah, merci. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, nous autres, on est 10 provinces dans un trench coat avec des territoires, puis on se regarde l'un l'autre, mais comment les deux pays? Va chier. Je capte aucun gain de ce que toi, tu vas faire. Peut-être qu'on va eu plus de péréquation pour me garder en... Fait que le gouvernement québécois a toujours été hyper opposé à ça, à moins de recevoir directement une contrepartie. Fuck. C'est weird parce que je sais pas quoi faire avec ça. Comme, je sais que c'est bon, mais
en tant que pays, mais nous, notre retour, c'est quoi? Puis on a plein d'autres problèmes aussi. On a des problèmes ici avec nos écoles, l'argent, ça va pas les bonnes places. Les hôpitaux sont dégueulasses maintenant. C'est ça maintenant. Ben oui. Mon amie, sa femme est enceinte, était là pendant quelques heures. Elle vomissait, puis c'était comme 3 heures du matin. Attendez, c'était comme 8-9 heures. Puis elle a juste dit, OK, on retourne chez nous. Ils font rien. Et elle a dit, est-ce qu'on peut mettre une IV parce qu'elle perd beaucoup de... Puis on dit, on peut donner un verre d'eau. Alors, il a dit, OK, c'est le tiers-monde, on retourne chez nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est effectivement, à certains égards, pour ce qui est du système de santé, il n'y a pas personne qui passe par le système de santé puis qui n'en ressort pas traumatisé. Pas juste genre déçu, puis les gens qui ont une expérience continue là, pendant quelques mois, quelques semaines, qui ont un problème de santé, quelque chose de chronique ou encore quelque chose qui doit vraiment adresser, des cancers, des histoires comme ça, puis qui ont vraiment une expérience où ils vont serrer la main puis dealer avec le système de santé. Man, ils en sortent de là, shaké puis traumatisés. Mais c'est quoi qu'on fait? Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ils sont un petit groupe de la population qui passe, qui vient. Fait que tu as tout le temps 10-15% du monde qui sont en catastrophe vis-à-vis ça. Puis ils plus disent tous ça. les infirmiers infirmières, qu'eux autres tiennent ça à bout de bras. Ils plus parlent, eux autres. ils parlent, puis tout le monde dit arrête. Puis c'est vrai de parler. Et c'est gratis. C'est gratis. Ouais, c'est vraiment ça. Puis j'haïs ça. C'est pas gratis pour moi. On paye pour ça. Ben, c'est ça. Arrêtez de dire ça. Quand tu t'ont pas vu assez vite, là, franchement. Non. Puis là, t'as des histoires de monde qui meurent dans la salle d'attente. Ouais. C'est une histoire de monde qui sont négligés, qui vont se faire donner des mauvaises affaires, qui vont de la... Et si tu parles de ça, c'est toi le problème. Parce que c'est tu as ça. décidé de parler de ça. T'es de droite. Ouais. Tu veux, voyons. Les CPE, c'est une autre histoire, là. Même affaire aussi. Là, t'en as pas de place en CPE. Ah. T'en as pas. Mais on a un système où, mets ton nom sur la liste, puis peut-être que dans 3 ans, 4 ans, il va s'en libérer une. Ce qu'ils ont découvert à travers un leak, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, puis qui voit le gouvernement disait, il nous manque à peu près, je veux pas dire des faux chiffres, là, mais vous donner un ordre de grandeur. Le gouvernement disait comme, il nous manque 30 000 places, mettons. Quelqu'un au gouvernement a coulé l'information de la vraie liste qui est confidentielle, comme quand il y avait quelque chose comme, je sais pas, 70, 80 000 personnes qui attendaient, en fait. Fait que le gouvernement dit même pas les vrais chiffres parce qu'ils savent que si tu dis ça, ben OK, c'est le système de CPE qui est brisé. Ouais. Tu seras jamais capable de donner une place à tout le monde. Là, la question, ce serait, on est-tu mieux de mettre tout le monde sur le même régime dans ce temps-là? Parce que là, le but des CPE, c'était de donner accès aux gens qui sont en difficulté, qui ont besoin d'avoir une place en garderie. Puis là, ceux qui n'ont pas la place dans les CPE, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, paye, puis moi, je vais leur donner à la fin de l'année, sur tes impôts. Paye le vrai montant là, pour la garderie, une garderie privée, puis on va te redonner le montant à la fin de l'année. On est peut-être rendu à dire, là, gars, quand t'as à avoir un réseau de CPE qui garantit rien, qui nous coûte une fortune, on va prendre l'argent pour on va le donner au monde direct. T'as des enfants, tu vas faire garder tes enfants, on va vous donner l'argent, on va le subventionner directement, il va y avoir des garderies privées. Parce que là, c'est rendu nous autres qui ouvrent des garderies, on les ouvre pas assez vite, fait que là, ça s'en va là-bas, là, on les compense. Il y en a combien, les enfants là même? Là? Le système de santé, les CPE, c'est toutes des espèces de joyaux intouchables que tu pourras jamais couper, jamais toucher. Puis c'est pas une question des employés, c'est pas une question de compétences, c'est tout du monde extraordinaire, mais qu'on enferme dans un système complètement mongol. Puis c'est ça, c'est une forme d'inhumanité aussi, là. Ouais. De monde qui sont pleins de talents, qui ont plein d'opportunités. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire, quand tu as un employé, ta première job comme employeur, c'est de regarder c'est quoi sa main, c'est quoi ses cartes à ce gars-là. Y a-tu une paire d'as entre les mains? C'est à toi, comme employeur, de t'assurer qu'il y a l'opportunité de la jouer puis de la mettre sur table. S'il y a sa paire d'as, puis tu lui as jamais permis de la jouer, tu lui donnes pas l'opportunité. Ça sert à rien. Ben là, c'est que tu dors sur un potentiel incroyable. Et encore plus que toi qui nuis à tes intérêts, c'est lui, humainement, qui manque tellement quelque chose sur l'expérience de la vie, qui pourrait se sentir plus valorisé, plus utile, contribuer à la collectivité, déployer ses talents. Il n'y a rien de plus valorisant que ça. Maintenant, fais ça à l'échelle d'une société au complet, où là, tu prends des éducatrices fantastiques, des gens qui aiment les enfants, des éducateurs, éducatrices, qui le font pour des salaires moindres qu'au Costco. Puis tu les enfermes, puis tu leur fais faire un job dans un système qui n'a aucun crise de sens. Qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire avec des moyens, avec du respect, avec des installations, avec des conventions collectives qu'on respecte, c'est ça que je veux dire, qu'à un moment donné, c'est méchant, non seulement pour la société à qui on fait ça, pour les gens qu'on emprisonne dans ce système-là. Si toi, t'es un génie, puis je te mets en arrière d'un cubicule, puis je te fais travailler, répondre à des courriels à longueur de journée, man, c'est un crime contre l'humanité avec un grand H. J'ai commis un crime contre l'humanité en lui retirant un de ses meilleurs éléments pour essayer de dire non, vivez sans ça, à cette heure, il va répondre à des courriels dans un cubicule.
C'est chiant pour toi, c'est chiant pour tes enfants qui vont dealer avec un père qui sera jamais vraiment entièrement épanoui, qui va être constamment fâché de sa job. Fait que ça, moi, j'ai plus de tolérance pour ce discours-là, comme quoi « Ah, mais Chris, t'aimes pas le monde? Ou t'aimes pas les gens? Tu veux pas aider les gens? » C'est que Chris, on a un système qui est éminemment inhumain. On n'aide pas. On nuit. Puis c'est ça que je comprends pas aussi. J'essaie de comprendre, de voir pourquoi le monde se fâche, mais à chaque fois que je parle de ça, c'est comme on a des institutions intouchable au Québec. Si je parle de l'institution de notre santé, le système de santé, l'éducation, pourquoi tu dis ça? Mais non, c'est gratuit, c'est tout. Je me suis toujours. Le monde m'attaque comme si je suis anti-Québec ou anti tout ça. Ouais. Moi, je suis juste anti notre gouvernement parce que il fait pas sa job. C'est juste pour ça. C'est pas parce que je veux pas de gouvernement, c'est que notre gouvernement, clairement, c'est pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, c'est l'incompétence qui m'énerve. C'est pas que je veux plus d'hôpitaux. Bien, pourquoi est-ce que moi j'aurais. Puis l'exemple qu'on donne tout le temps en retour, moi, ça m'enrage. C'est que ça devient toujours une espèce de débat binaire où tu vas dire Hey Seigneur, notre système de santé, c'est. Ouais, mais c'est mieux qu'aux États-Unis, hein? Ça, c'est pas vrai non plus. C'est mieux que les États-Unis, ça coûterait 80 000 pour. C'est que ça que t'entends, que t'es comme, mais y a-tu un juste milieu entre l'imbécilité et la stupidité, s'il vous plaît? Je comprends que les deux sont pas fantastiques, mais il y a sûrement quelque part entre les deux que moyen de construire quelque chose. Tu sais qu'il y a 189 autres pays dans le monde qui ont aussi des exemples à nous proposer. C'est comme, il y a certainement des meilleures solutions. Puis on a tendance, souvent au Québec, à dire ça. On regarde ce qui se fait aux États-Unis. Gars, c'est ça. Nous autres, on veut pas de ça. Fait qu'on va prendre notre système puis on va faire ce qu'on peut avec. Man, ça m'a... Il y a une fois, j'étais à un hôpital à Québec, à l'hôpital d'Enfant Jésus. Qui est décalissé, mon gars. Ça n'a aucun sens. J'étais là dans la nuit. Fait que j'arrive, je regarde le plafond avec des sacs de vidange pour empêcher que l'eau coule dans la salle d'attente. Les chaises sont toutes dérambourrées, des sorties. C'est l'Afrique. Ouais. Je suis au Burundi en train d'attendre dans une salle d'attente et je constate que c'est moi. Je m'en vais dans la salle avec le médecin. Même affaire. Tout l'équipement est en train de tomber en morceaux. La peinture, elle décalisse. La porte, là, je regarde. Puis la réflexion que j'ai en attendant comme 10 minutes, c'est par où tu commences? Ouais. OK, là, tu changes la porte. Mais non, tu ne changes pas la porte. C'était ton toit qui. OK, là, tu fais le toit. Mais là, toi, clairement, il y a quelque chose à quelque part. Il n'y a pas d'air climatisé. Il fait chaud. Là, tout ce que je pensais, je pense que la solution, c'est que tu crées ça à terre. Au complet. Tu crées l'hôpital à terre. Tu recommences à zéro. Il n'y a rien à faire ici. Le lendemain, je connais pas mon coin, manifestement. Je repasse en char à côté. Je fais. Ils sont en train de construire un autre hôpital à côté. C'est carrément ça qu'ils font. Ils crissent à terre. Comment ça s'est c'était pas bien fait. Fait que c'est ça. On avait un hôpital qui, ça fait un moment, qui était là. Ben oui, mais là, on est en train de construire un autre hôpital. C'est de rembourse. Mais c'est ça l'état de l'infrastructure. Là, c'est Maisonneuve, ici à Montréal. Ouais. Je les crois. J'ai jamais été, je vous crois. Sur parole. T'as pas besoin de prendre de photos. Je te crée. Tu me dis que c'est le tiers-monde. Good. Je signe en bas de la feuille. On va t'en construire un nouveau. C'est rough. C'est rough. Ben là, c'est ça. Puis là, ça va coûter 8 milliards pendant 10 ans. Le monde va rentrer. Ils vont travailler dans un système pendant un autre bout jusqu'à temps que ça soit décalissé. Puis en plus, on n'a pas assez de médecins. On veut partir des chirurgiens aussi. Puis je le comprends aussi. On met plein de règles. C'est fou, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on nuit par exprès, mais je vois pas qu'est-ce qu'on gagne. C'est ça que je comprends pas. C'est le moment on a besoin de ces règlements, même si ça empêche nos main-d'œuvre de rester au Québec. Mais alors, si on a besoin de ça, mais ça empêche nos main-d'œuvre de rester ici, ça aide comment? J'ai l'impression que les groupes de pression font peur au gouvernement au Québec d'une manière qui est très canadienne. On voit moins ça aux États-Unis un peu. Tu vas avoir des syndicats qui vont faire des manifestations, qui vont partir contre le gouvernement, puis qui vont... Typiquement, le gouvernement va sortir gagnant de ça. Typiquement. Puis dans beaucoup d'États, certains États, ça va être l'inverse. Les Français sont très forts là-dessus. Les Français vont être aussi très immobilistes. Ils vont être capables de faire arrêter puis reculer le gouvernement. Ça va n'importe quoi. Ils vont flipper. C'est juste une question de combien de chars de police qu'il faut que tu flippes avant de faire bouger le gouvernement. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 100, des fois, c'est 1000. Ils vont finir par y arriver. Most of the time. Sinon, ils vont changer de gouvernement. Lui va remballer ça. La plupart des fois. Des fois, ils vont s'en sortir. Mais les Français sont très immobilistes là-dessus. Les Québécois, on est beaucoup comme ça aussi. Ça, je veux dire que c'est très canadien, c'est très je veux pas déranger. Puis là, tu proposes quelque chose, dès qu'il y a quelqu'un qui lève la main en disant hey, là, moi, ça va me nuire. Ah! All right, on va continuer à réfléchir, excuse-moi. C'est comme ça que ça se termine. Fait que là, on regarde, les CPE ont absolument raison. Les CPE sont en grève. Je peux te prévoir que d'ici 2 ans,
Le système d'éducation va tomber en grève. Les écoles secondaires, mes parents sont profs, les deux, c'est pas nouveau. Ça, tous les 5 ans, tombe en grève. Les cégeps, les universités, tous les groupes de pression qu'on a individuellement. Puis c'est pas de leur faute. La faute, c'est au gouvernement. Que systématiquement, ils regardent dans ces actions-là. Puis comme si qu'il y ait de l'opposition, c'était en soi un disqualifiant à ta mesure. C'est sûr qu'il y a de l'opposition. Il va toujours avoir de l'opposition. Regarde ce qu'ils font avec le Doge aux États-Unis. Oui, c'est très dur, mais là, on parle de 150 milliards. Dans l'équation totale, c'est rien. Ils voulaient éliminer 1 trillion de dollars. Là, ils sont à 150 milliards. Je lisais ce matin dans le New York Times qu'Elon Musk lui-même concède qu'ils n'arriveront pas à leur objectif d'1 trillion. Impossible. Impossible. Ils ont 150 milliards, c'est 15% de ce qu'ils visaient, puis ils arrivent pas mal à en loin de leur effort déjà, puis à dire on arrive au bout de ce qu'on peut faire. Ça te montre quoi? Qu'avec même une volonté incroyable, qu'avec un mandat qui a été donné au gouvernement pour faire ça, de venir s'attaquer à la cause, puis que là, tu rentres avec un gars qui, lui, l'a déjà fait par le passé dans ses entreprises. Tu prends l'État, veux-tu que je te fasse une chirurgie? Non. Tu l'attaches après à la chaise, les deux mains, il va se débattre jusqu'au bout, puis c'est sûr qu'il va refuser, puis qu'il va tout faire, puis il va crier puis hurler pendant que tu y fais sa chirurgie. Ah. Il comprendra jamais que c'est pour son bien. C'est normal. Fait que là, tu le vois depuis l'extérieur de même, que peu importe quelle motivation, tu essaies de changer quelque chose, il y a toujours de l'opposition. Même si c'est une fraction de ce que tu t'as dit que tu allais faire, il va se débattre, puis il va brailler, puis ça va être la pire affaire que tu as jamais faite. Fait que nous autres, ici, on fait juste essayer d'y faire un vaccin. Là. On fait juste essayer de le piquer ou bien d'y mettre un plaster à l'état, puis... OK, excuse-moi, je voulais pas te déranger. On arrête ça, là. Mais là, Chris, guys, c'est quoi tu penses qu'il va faire la prochaine fois? Ouais. C'est tout le temps des crises du bacon, là, même systématiquement. C'est pas la faute du monde. Tu comprends le back and forth. Game theory. Tu m'imposes quelque chose, je dis non. Tu dis oui, je fais une crise du bacon. J'ai gagné. Ça va être quoi le prochain tour? On va rejouer le même échange. On va rejouer le même échange constamment. Fait que j'ai l'impression que les groupes de pression sont bien plus à blâmer dans cet angle-là, ou du moins la mécanique, pas les groupes eux-mêmes, mais la mécanique entre le gouvernement et ça, c'est surtout ce qui nous empêche de fonctionner. Le gouvernement, bon exemple, François Legault, man, qui arrive là en 10 ans pendant toute la période qui est dans l'opposition, là, presque 10 ans justement, là, à dire hey, le fardeau fiscal pour les Québécois, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on gèle tout. Pas juste les impôts, non, les permis de pêche, les permis de conduire, toutes les contributions. Les gens, on ne peut plus leur en demander une pièce de plus. Il faut que ça arrête. C'est ça qu'il disait dans l'opposition. Les fonctionnaires, vous vous en crissez 10 000 dehors. C'était ça son engagement. Il arrive à Québec, te livre le plus gros déficit de l'histoire de la province, engage encore plus de fonctionnaires. Là, il y a 2 scénarios. Là. Puis les deux sont... Il y en a un qui est plus terrifiant que l'autre, en fait. Les deux sont un peu dégueulasses, mais il y en a un qui est plus terrifiant et peurant. Scénario 1, Legault nous a menti. Il n'a jamais eu l'intention de faire ça. C'était juste populaire politiquement, puis il a menti. Je crois pas à ce scénario-là. T'as un gars de Transat qui arrivait du secteur privé, qui était vraiment catastrophé de voir l'état de la province, qui voyait qu'on n'était pas efficace, qui avait besoin d'être... Tout avait besoin d'être modernisé, tout avait besoin d'être streamliné. Décide de se faire une équipe, faire ça. OK, good. On oublie le fédéralisme, on oublie tout ça, on oublie les souverainistes, espèce de vieille... On rénove l'État québécois. Il arrive là-dedans. Deuxième théorie, c'est que même avec ces intentions-là, t'es pas capable de rien faire. Que même en étant conscient, convaincu du problème, en ayant la solution en tête de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à peu près, puis en te construisant une équipe et en ayant un mandat de la population pour faire ça, t'arrives, la machine est tellement forte, tellement 1 million de fois plus grosse que n'importe quel gouvernement, que toi, c'est comme David, comme Goliath, là. Boum, ça rebondit. C'est fini. Qu'est-ce que je fasse? OK. Fait que ta job, c'est juste d'essayer de t'enlever du chemin autant que possible pendant les 4 ans que tu vas être là, que le gouvernement lui-même, que l'État t'écrase pas, puis que les groupes de pression t'écrasent pas, puis t'essayes de sortir du gouvernement en étant le moins piétiné possible par cet énorme géant-là à qui t'as essayé de faire la guerre. Fait que cette théorie-là, moi, me fait tellement plus peur que Legault nous a menti. Parce que la solution, ça serait, on va juste mettre un autre politicien qui va être honnête. Si tu regardes l'autre théorie, que non, il était sérieux, il a essayé, puis il n'a pas été capable. Si ça, c'était peur, mon homme.
Ça, c'est que c'est pas un premier ministre, c'est pas politique la solution, ou du moins, ça te prendrait qu'il y ait une révolution totale dans comment qu'on fonctionne, ou, alternativement, puis on le voit en ce moment, une grosse crise qui te shake l'arbre assez fort, comme maintenant on réalise que, OK, là, nos racines sont vraiment mises en danger, puis il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à reparamétrer tout ça. Puis là, tu le vois. Soudainement, on est dans la marde avec les Américains. Ouais. Là, l'immigration, on en parle. Là, peut-être, il faudrait qu'on devienne les libéraux. Il faudrait qu'on devienne une superpuissance énergétique. Là, on va faire un corridor énergétique. Là, on va annuler la taxe carbone entièrement, pas la réduire. Fini. Taxe quoi? Non, c'est pas important. C'était l'affaire la plus incroyable pour les libéraux depuis l'arrivée de Trudeau. Et là, soudainement, non, on se débarrasse de ça, c'est plus bon. Puis là, on parle de, OK, là, le Québec, comment qu'on ferait pour réduire le fardeau fiscal? Comment est-ce qu'on fait pour aider nos entreprises? Comment est-ce qu'on fait pour... Ça, je sais peut-être que ça te prend juste une crise de grosse crise pour qu'on réalise qu'on peut plus continuer comme ça. Parce que soudainement, toutes ces affaires-là, qu'on est comme, grave qu'on passe pas du gaz naturel ici, on se promène tout en gros char pareil. Wow. Nos lumières sont allumées, on va à l'hôpital. Là, quand tout se tombe sur la tête, tu commences à réaliser, peut-être qu'il faudra refaire de toi. Là. Fait qu'il y a une partie de moi qui est enthousiaste. Il y a une partie de moi qui est très enthousiaste puis excitée, puis je dois être des seuls à voir ce qui se passe au Canada. Cet exercice de réflexion-là. Man, la dernière campagne fédérale, moi, je me promenais sur les radios à dire « Avez-vous entendu une seule fois les questions internationales? Le Canada dans le monde, qui qu'on est, nos alliés, la défense, est-ce qu'on a parlé de ces questions-là? Est-ce qu'on a parlé du Moyen-Orient? Est-ce qu'on a parlé de l'énergie? On parlait pas de ça. On parlait des programmes dentaires, on parlait de la politique locale. Pas de qui est le Canada, c'est quoi notre identité, comment on se déploie à travers le monde, c'est quoi notre relation avec les autres, qu'est-ce qu'on veut comme finalité, comme trajectoire. On n'avait pas ces discussions-là. C'était des campagnes de « on gère une succursale ». Si tu gères une succursale, tu parles pas des prix, tu parles pas de notre stratégie d'affaires. Non, tu parles de « on a tous les emplois qu'on a besoin, j'ai une succursale ». C'est pas moi qui gère la chaîne. C'était Washington qui gérait la chaîne, l'Occident au complet. Fait que ça, au Canada, on était bien content d'être une succursale américaine, administrative. C'est quoi qu'ils ont décidé là-bas? On est pro-Israël. C'est beau. Comment qu'on implante cette politique-là au Canada? Ouais. C'est juste ça la question. Alors, tu vois-tu une solution? Parce que je sais que le Québec, maintenant, je pense qu'on a déjà dépassé nos limites. Je regarde les prochaines 10 années avec notre déficit, puis avec notre problème avec l'industrie, puis le main-d'œuvre qui ne veut pas rester ici. Y a-tu quelque chose, même extrême, qu'on peut faire? Pas vraiment. Moi je vois pas. Moi je n'ai pas d'idée. Non, effectivement, je vois pas. C'est une vision rough, celle-là. Ouais. C'est une discussion qu'il faut qu'on ait. Il y en a des échecs dans le monde. Il y en a énormément. Si tu regardes les Britanniques, ça fait 15 ans que c'est de la merde. Ils s'en sortiront probablement jamais. C'est terminé. Les Britanniques ont eu un nombre d'empires dans leur monde, toujours une espèce de marché qui contrôlait. D'abord, c'était leur colonie. Ensuite, ils ont eu l'Union européenne pour remplacer ça. Après l'effondrement des colonies, ils sont rapprochés beaucoup de l'UE. Aujourd'hui, c'est probablement qu'ils ne atteindront jamais, en termes comparatifs, le niveau de richesse qu'il y avait à ce moment-là. La Libye était plus riche que le Royaume-Uni dans les années 70-80. Plus riche. Pas le pays, les individus. Les Libyens étaient plus riches que le Britannique moyen. Ça se peut que le Québec soit sur une trajectoire dans laquelle, regarde, on a pique. Ça se peut qu'on a pique dans les années 80-90, en termes d'influence, en termes d'opportunités, en termes de... Ça se peut qu'on plafonne. Ça arrive. Puis ça, c'est une discussion rough, puis on imagine tout le temps, non, c'est juste du progrès à l'infini, mais on va toujours être plus riche d'année en année. Ça fait depuis 2008 qu'il n'y a pas eu de croissance économique en France. Aucune. La crise économique, ça remonte en décembre, mais on est à peu près là, à quelques dizaines, centaines de milliards près, au même niveau qu'on était en 2008, en termes de PIB. Ça te dit quoi? Puis t'as beaucoup plus de monde en France depuis ce temps-là. Là. Des millions de plus. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut qu'on soit effectivement arrivé au bout du rouleau. Puis si c'est ça, de dire on va trouver une solution, on va trouver quelque chose pour... Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Des peuples échoués, il y en a en masse. Là. Ils sont où les Acadiens aujourd'hui? Ils ont-tu un pays? Ils ont-tu une nation? Ont-tu une juridiction eux autres? Non. C'est-tu un peuple influent dans le processus politique interne? Non. Ça se peut que ça soit à destinée des Québécois.
Ça se peut que ce soit destiné canadien. Ça se peut que ce soit de devenir une puissance. Un pays, même pas une puissance, un pays intermédiaire, succursale des États-Unis. Je vous dis pas que c'est ça qui va arriver, mais il faut arrêter de penser que c'est pas un des scénarios. Puis que ça arrive jamais, ça, dans le monde. Des pays qui plafonnent puis arrivent au bout. Le Japon, tout le long des années 80, était comme, c'est destiné à devenir plus gros que les États-Unis encore. Ils vont les dépasser. On voyait les courbes de PIB. C'est une question de temps. Le Japon s'est cassé les jambes, démographiquement, politiquement. On n'a pas été capable de s'adapter à cette nouvelle époque-là. Ils sont restés un peu plus isolés. On vécu dans une région sans vraiment créer de lien avec tout le monde autour. Ils haïssent tout le monde autour. Ils haïssent la Corée du Sud, ils haïssent Taïwan, ils haïssent la Chine, ils haïssent tout le monde que dans leur environnement. Ça va chier, je fais du commerce avec les Américains de l'autre bord de l'océan Pacifique. Puis avec l'Australie. Fait que ça arrive des fois, des sociétés qu'on voit comme ça, que, hey, ça va bien, ça va bien. OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça ralentit. Là, ça... Ben oui, mais c'est ça l'histoire de la civilisation. Ils sont où les Romains? Il est où l'Empire chinois, l'Empire du Milieu? Il est où l'Empire japonais? Ils sont où les Mongols? Je veux dire, ça arrive très souvent. Fait que ça, des fois, c'est comme une portion difficile de la conversation, vous savez, au Québec. À dire, regarde, man, les Mongols sont au Parlement, si tu veux. C'est possible que la solution, ce soit pas aussi évident qu'on le pense. De dire, là, ça se peut que ce qu'on dit là, effectivement, tu peux pas t'attaquer à l'État jusqu'à temps qu'il s'effondre de lui-même. Ça se peut. Que là, il regarde aux États-Unis avec Social Security qui est pas mal programmé pour arriver à bout de fond d'ici les 5-10 prochaines années. Ça se peut que la solution, c'est juste de dire, OK, on se pète le nez, puis on va revoir considérablement le programme, puis maintenant, nos retraités vont être un petit peu moins riches. Ils vont en avoir un petit peu moins, un petit peu plus pauvres, dépendamment comment on veut le voir. C'est pas impossible. Ici, au Québec, là, on a des hôpitaux à grandeur, on a des écoles secondaires, une grosse polyvalente. Dans le village, chez nous, c'est une polyvalente qui est construite pour 3000 personnes dans le temps. Polyvalente Chanoine-Baudet. Vous allez voir, c'est un bâtiment qui n'a aucun sens. Il en reste à peu près 300-400 dedans. Puis c'est rien que parce qu'ils prennent tous les villages autour là, pour les faire venir. Là. Wow. L'école à Saint-André de Kamouraska où mon petit frère a été, il était 8 ou 9 dans la classe. Puis c'est une classe triple niveau. 1, 2, 3. Après ça, tu passes dans la classe 4, 5, 6. À l'école primaire. Ça arrive, là. Des affaires. C'est quoi la destination? On va fermer cette école-là, mon homme. Une question de temps. On va fermer. Je te le garantis. On va fermer. Puis on va fermer l'autre aussi de Saint-Onésime. On va fermer celle de une après l'autre jusqu'à temps qu'on soit capable de maintenir un minimum de service. Fait que là, on regarde l'hôpital, on est comme, hey, ça prend 10 heures avant que je me fasse soigner. À moins que tu veuilles payer le double, ça se peut que sinon, ça va juste prendre 14 heures dans 3 ans. Là. Ça se peut. On n'aura pas plus de médecins, on n'en formera pas plus, on regarde la trajectoire. C'est possible. Fait que ça, moi, ça me terrifie. Là. J'espère, je veux imaginer que comme non, on va faire de quoi? Il va arriver une révolution politique au Québec qui va complètement reconfigurer nos affaires. Il va arriver une guerre ou quoi que ce soit. Je suis pas un devin, je peux pas le savoir, mais je peux juste regarder ce qui se passe avec les autres pays, dans l'histoire, les autres civilisations, les autres juridictions qui ont été dans des cas à peu près comme le nôtre, comment ils s'en sont sortis. Il est arrivé beaucoup de scénarios où ils s'en sont pas sortis. C'est juste, il existe un plafond, puis on t'avertit pas quand il arrive le plafond. Ouais. Quand tu piques dans ta vie, il n'y a pas personne qui va cogner à la porte. Salut, it's the peak, my guy. Profites-en. It's all downhill from here. Profites-en. On ne viendra jamais t'avertir chez vous de ça. Tu vas le réaliser 5 ans après que ma vie s'est pas améliorée depuis ce pic-là, puis au contraire, on dirait que tout est en train de wind down graduellement. Ça se peut que ce soit pour des pays aussi, là. On ne viendra pas cogner à la porte de dire « Hey guys, ce que vous avez en ce moment au Québec, là, santé gratis, avec oui, ça prend une éternité, c'est traumatisant, tout ça, it's as good as it gets. » Ça va probablement pas s'améliorer, puis à partir de maintenant, on va être à gérer la décroissance. Ça se peut, ça soit un scénario. Je ne dis pas que c'est ça, mais il faut arrêter d'exclure que c'en est un parmi notre inventaire de possibilités. Fait que c'est ça. Moi, je fais partie des quelques-uns qui ont très peur de cette possibilité-là. Puis je dis quelques-uns parce que la plupart des gens sont comme « Mais non, c'est impossible. C'est de la croissance constamment. On va vivre plus riche dans 20 ans, qu'on le vit là, la technologie, etc. » Et il faut croire à ça. Il faut espérer qu'il va arriver. J'écoutais les Ukrainiens, Général Zaloujny qui était crissé dehors par Zelensky parce qu'il a dit ça, justement. Il a dit, il y a 1 an à peu près, il dit « OK, là, la guerre est un stalemate total. On ne gagnera pas. On ne gagnera pas à moins qu'il y ait
il appelait ça un quantum leap in technology. C'est-à-dire un bond technologique incroyable que là, tu nous fais descendre des extraterrestres du ciel avec des mitraillettes laser puis qui tuent tous les Russes. À moins de ça, il n'y aura pas de victoire ukrainienne dans cette guerre-là. Il a perdu sa job. Mais ça fait longtemps qu'on disait ça, puis le monde voulait rien savoir. Ben ouais, c'est ça. Fait que là, si tu parles du Québec, mais oui, peut-être qu'il va y avoir un quantum leap in technology. L'intelligence artificielle va faire que quand on n'aura plus besoin d'autant de médecins, on n'aura plus besoin d'autant d'infirmières, peut-être que la robotique va venir aider ces sociétés riches-là. On n'est pas là maintenant. En ce moment, on n'est pas là. Puis c'est un peu wishful thinking. C'est un peu vaniteux d'espérer que la solution va arriver de l'extérieur puis vous allez être droppé dessus comme depuis le ciel. Non. Il y en a d'autres peuples que ça va être leur tour. Il y en a d'autres peuples que ça va être leur tour. Pendant 1000 ans, à peu près, la civilisation la plus prospère du monde, c'était dans le croissant fertile. C'était dans le Moyen-Orient. C'était là. Ensuite, ça a été l'Asie. Ensuite, ça a été, oui, tu vas avoir des civilisations extrêmement prospères en Afrique qui ont connu des pics et qui sont effondrées ensuite. C'est comme cette idée-là, comme quoi notre époque serait tellement fantastique, exceptionnelle en soi, comme dans Relève de l'exception, que tout ça ne s'appliquerait pas à nous autres. Ouais. Fait qu'au regard de l'histoire, pas le choix de constater que le Québec, c'est une aventure. Ça va pas se continuer à l'éternité. Il y a des peuples qui gagnent, il y a des peuples qui perdent. Il y en a plusieurs qui ont disparu. Les Aztèques, on n'entend pas parler. Les Mayas, on n'entend pas parler. Pourtant, on regarde leurs vestiges, puis on les étudie des centaines, des milliers d'années après en disant « Mais quelle civilisation de malade! » Les Égyptiens, comment vous avez acquis cette quantité de connaissances-là? Vous étiez les kings de la planète, vous aviez... Mais arrive un moment où, c'est ça, les fûts, c'est comme n'importe quoi. Tu parles d'une corporation, tu sais, mettons, j'écoutais Warren Buffett disait ça, c'est tellement bon. Il disait, une corporation a une durée de vie d'à peu près 30 ans. Parce que tu crées, les 10 premières années, tu déploies ta mission, tu deviens, c'est un peu une start-up dans le fond, comme mindset. Ouais. Et après 10 ans, mais là, on voit un potentiel. Puis là, tu as tout le temps des actionnaires qui investissent. Ta job, c'est de faire de plus en plus de profit à chaque quart. C'est ta seule fonction comme corporation, c'est de retourner plus de valeur à tes shareholders, faire monter le prix de l'action, que tout le monde soit... C'est ton seul mandat. Après 20 ans, toi, mettons, ta job, c'est YouTube. Tu es une corporation, tu prends nos vidéos, tu mets nos vidéos en ligne. OK, au début, ils n'ont pas besoin de capter de pub pantoute. Alors, à un moment donné, il faut qu'ils fassent plus de revenus, un petit peu de pub, un petit peu plus. On va se prendre une portion de revenus sur les créateurs. On va se prendre une portion plus grosse sur les revenus des créateurs. On va aller, là, les ad reads, les pre-rolls, des sponsors des créateurs, NordVPN, tout ça. On va se prendre une cote là-dessus. C'est la prochaine étape. Là. Fait que, à un moment donné, comme corporation, il y a comme une enshittification. Que tu deviens genre de plus en plus, t'as pas le choix d'aller toujours... C'est comme un arbre que tu shakes, faut que tu shakes toujours plus fort à un moment donné pour que les fruits continuent à tomber. Fait que là, ils sont tous tombés. Il en reste quelques-uns, mais si tu shakes l'arbre pour que celle-là tombe, l'arbre tombe à terre. C'est ça la durée de vie d'une corporation. Après 30 ans, t'as comme été au bout de ce que tu peux faire comme un grattage de fond de tiroir qui fait qu'il y a une autre qui naît, qui n'est pas rendue à ce processus-là, puis qui est capable de juste shaker l'arbre un petit peu, tous les fruits tombent. Parce que là, il y a une autre plateforme qui va arriver comme X ou quoi que ce soit, quelque chose de même, que toi puis moi on va faire. Sais-tu quoi? On s'en va sur X. YouTube est rendu trop de la merde. YouTube s'effondre, l'autre commence son procédé. Jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi intolérables et détestables. Fait que sont où les Sears de ce monde? Sont où les... C'est ça qui arrive, man. Des méga corporations qui vont contrôler, mais qui vont finir par tomber à un moment donné. C'est une civilisation à l'échelle accélérée. C'est une civilisation à l'échelle accélérée. 30 ans, mais c'est nous autres sur 300, sur 2, sur 1000, sur 1500, dépendamment de tes conditions et de la compétition autour de toi. Les Américains, ça fait déjà 100 ans, là. They're the top dog. Depuis l'entre-guerres, depuis entre la première et la deuxième, les Britanniques ont commencé à tomber déjà à ce moment-là. Les Américains sont top dog depuis 100 ans. How long? How long still? Un autre 100 ans? OK. Un autre 1000? Ce serait possible. On a vu l'Empire romain avoir une domination totale d'au moins 200 à 300 ans sur, écoute, une région absolument incompréhensiblement grande. Fait que peut-être, they got a lot of time still. Peut-être que c'est le tour de la Chine. Puis si c'est ça, soyons pas stupides. On n'est pas riche parce qu'on est brillant. On est riche parce qu'on est aligné avec les Américains puis qu'ils contrôlent le reste du monde puis qu'on a accès à un système de crédit avantageux, qu'on a accès aux ressources de la planète entière, qu'on a accès à des infrastructures extrêmement avancées, aux meilleures universités, à tout ça, à ce système where we own the finish line.
Fait que si tu me dis, ben là, c'est rendu les Chinois, it might be over. Ouais. Vraiment, it might be. Puis il faut pas expulser cette théorie-là. Et c'est ce qui fait que les Américains regardent ça avec un couteau entre les dents. Puis ils savent très bien. C'est pour ça que les Américains sont fantasmés sur l'idée de combattre la Chine puis de s'assurer de mettre fin à ça. C'est profondément biologique, ça là. C'est un animal blessé, ça là. Survivre. Exact. Ben, Benjamin, bro, c'est toujours intéressant avec toi, bro. J'apprends à chaque fois. Puis nos discussions me ramènent toujours dans un état de « OK, je dois lire plus ». Je sais, habituellement, moi, j'ai quelques réponses de qu'est-ce que je pense de ça, mais je suis avec toi, je sais pas. Avec ça, je sais pas parce que ça peut changer d'une journée à l'autre. Alors maintenant, je regarde de jour à jour. Je vois que notre gouvernement provincial puis fédéral ici, au moins, fait pas le moindre d'effort pour améliorer la situation dans le pays ou dans la province. Alors là, je suis quand même un peu déçu. Tu sais. Je regarde beaucoup qu'est-ce qui se passe aux États-Unis pour voir eux, ils vont faire quoi. Je suis intéressé à voir qu'est-ce qui va se passer avec Trump. Mais comme toi, puis j'ai même vu qu'est-ce qui est arrivé comme en Europe, Suède, puis tout ça. Et tout le monde a essayé de systèmes différents. Extrêmement gauche, extrêmement droite, ça marche pas. Ça marche pas. La réponse est quelque part dans le milieu. Puis c'est comme si on n'est pas rendu dans une place où quelqu'un a les guts de l'essayer. Vraiment. Ouais. Il y en a quelques-uns qui te parlent de l'intelligence artificielle comme ça. Que ce serait peut-être la gouvernance ultime. Veut pas, l'intelligence artificielle est ici. Puis on a besoin de ça. Puis il y a plein de monde qui ont des débats, comme il y avait des gens qui sont fâchés, tu sais, après moi, des humoristes qui utilisent pour faire des posters ou faire des memes puis tout ça. Mais c'est illogique. Ils comprennent pas que pour faire une meme en ligne à 5 secondes, tu vas pas payer quelqu'un pour faire... Tu sais, ils voient pas... Même à ça, tu voyais, j'ai vu cette semaine une affaire, c'était une scène d'animation Ghibli, tu sais, typiquement de ce qu'on voit beaucoup avec les AI ce temps-ci. Une scène d'animation où c'était une foule qui court un peu chaotique, une scène de haut, tu vois la foule en bas, puis c'est en dessin animé. Cette scène-là, d'à peu près 8 ou 9 secondes, avait pris quelque chose comme 2 mois, pas une équipe de 20 animateurs à créer. Si tu es capable de la faire en quelques secondes avec les AI, puis c'était ça la comparaison, de dire tu peux faire ça en quelques secondes avec les AI, c'est peut-être pas négatif. Là, on dit, tout ce monde-là vont perdre leur job. Non, ça veut juste dire que tu peux faire beaucoup plus d'art de ce type-là et être extrêmement plus productif avec la même quantité d'efforts et de capital. Fait que c'est le output de l'humanité qui augmente dramatiquement. Là. Mais par exemple, moi, mon gars qui me fait plein de choses, je sais qu'il utilise maintenant beaucoup d'intelligence artificielle, puis il m'a même dit, c'est plus cheap pour toi, puis je le fais vite et je peux faire des changements. C'est quand même mon gars qui me dit ça, le gars que j'engage. Tu sais. Alors, les outils qu'il va utiliser, c'est pas à moi de décider. Il y a des outils à utiliser. C'est pas moi qui vais dire hey, tu nuis à quelqu'un d'autre parce que lui ne va pas engager un autre artiste anyway pour faire. C'est pas comme si quelqu'un d'autre a fait. C'est des arguments bizarres. Même... Imagine quand on a eu les ordinateurs. Puis que là, t'es comme là, toi, t'es une réceptionniste, tu vas te prendre un ordinateur. Ouais, c'est. T'as-tu la moindre idée comment que ça va crisser des réceptionnistes dehors, tes ordinateurs? C'est fou. Mais moi, j'ai dit ça. Le gars, tu sais, il y a d'autres artistes à Montréal, Pantelis, puis j'ai comme. Mais toi, par exemple, est-ce que tu envoies des messages textes ou est-ce que tu t'envoies tout par la poste? C'est ça. Tu vas utiliser la technologie. C'est que ça, l'humanité. Ouais. C'est de réduire la friction dans chacune de nos actions au quotidien. Tu es en grotte, puis tu vois un animal de bord. Au début, tu vas y courir après longtemps avant de réaliser que je peux lui lancer une lance. Ouais, mais là, ça va mettre toute la tribu, on va arrêter, on n'aura plus besoin de chasser, ça nous prend 8 heures, chasser tous les jours, qu'est-ce qu'on va faire de nos journées? D'autres choses, man. D'autres choses. Tu vas faire des dessins dans ta caverne, tu vois. Il y a des choses que, par exemple, une de mes choses préférées que mon gars, Alex Gapes, qui fait, lui, il fait des memes et des choses pour les podcasts, il aime beaucoup mes podcasts, c'est un de mes amis, puis lui, il travaille pour des vrais films, il a travaillé sur Transformers, il fait des choses 3D. Alors lui, des fois, il me fait des choses, une de mes préférées, c'était comme Tom Hanks au Forrest Gump, puis il regarde la télé, mais c'est mon podcast à la télé, puis il réagit à ça, puis c'était fun. On va pas engager Tom Hanks puis tout ça pour faire une petite mime qui c'est une logique irrationnelle. Non, ça, j'embarque pas. Là, ça, je te dis, puis ça sera pas longtemps. Ça va durer. En ce moment, tu as les gens que leurs intérêts sont menacés. Puis c'est comme moi qui te dirais, il y a des vidéos demain matin qui sont écrites sur la géopolitique. Écris-moi une vidéo sur la guerre au Congo, blablabla. Il double avec une voix AI. C'est fait, c'est sorti, ça dure 45 minutes, puis c'est incroyablement bon. Of course, je vais être mad! Ouais. Of course!
vous allez m'entendre gratter à la porte en disant « ça n'a pas d'allure ici ». Est-ce que c'est bon pour l'humanité? Ben oui. Parce que moi, ça va me prendre 3 mois à faire ça, puis vous chialez tous les jours sur ma section commentaire, on sort pas assez, on sort pas. Ben oui, je travaille, vierge. Mais là, lui, il va le faire en 40 secondes, puis t'as accès exactement à ce que tu as eu accès à travers moi. Fait qu'est-ce que je me place comme étant l'élément important que moi, individuellement, il faut que je vive, là. Puis là, vous autres, prenez votre temps, attendez-moi, je vais sortir le contenu. Vous comprendrez le Congo quand je serai rendu à ça. Tu comprends que c'est comme hypocrite? Ça a déjà arrivé à moi. Par exemple, les podcasts, moi, je faisais toujours les régies pour plein de gens. Tu sais, j'avais, même au début de Tout Junk Minimum, j'avais toutes des caméras séparées. On enregistrait ça, puis après, ça me prenait 2 heures. OK. Mon propre neveu, qui est le gars qui fait ce podcast-là, lui est comme moi, pour les podcasts qu'on fait ici, qu'on gère, puis tout ça, moi, je veux refaire ça. Il y a une AI qui fait ça, puis il dit c'est beaucoup plus vite. Puis je dis, mais ça, c'est mal. Il dit, ouais, mais ça existe l'AI, puis c'est beaucoup plus vite, puis c'est mieux que qu'est-ce que toi tu fais. Ça comprend mieux. Man. Mon propre neveu nuit à ma business. Tu vois? La prochaine étape, moi, que je suis aveugle, là, c'est vraiment ça le prochain. C'est que, mettons, on tourne un documentaire. C'est un script. Je vais tourner le script peut-être. Normalement, je suis vraiment bon avec ça. En toute humilité, là, je vais faire quasiment 1 ou 2 lectures max. Puis, une vidéo de 35 minutes, on peut peut-être prendre 50 minutes de tournage. C'est vraiment rapide, mais il y a quelques cotes que je vais faire 1 ou 2 fois. J'avais pas le bon ton, j'ai mal prononcé, quoi que ce soit, je vais la reprendre 1 ou 2 fois. Après ça, j'arrive, je m'assois avec toutes mes images, j'ai 50 minutes que je dois réduire à 30, prendre les meilleures cotes, etc. Du découpage. Un peu comme tu décris avec prendre les bonnes cams, blablabla. Moi, à chaque fois, je m'assois devant ça en me disant « Hey, un singe pourrait faire ça. Un singe pourrait faire la tâche que je suis en train de faire en ce moment. » Tu as juste besoin d'y montrer, là, ou ce qu'on parle là. Quand lui parle, là, le singe, là, clique sur ce piton-là. OK, quand lui parle, clique sur ce piton-là. Je suis sûr, tu peux maintenant entraîner un chimpanzé qui fait ça. Ouais. C'est pas problématique. Il y a des ours qui vont en tricycle ici. On trouve... We'll find a way. Mais ça, à chaque fois, je me dis, on était à 5 ans d'avoir un AI qui va, plus que juste faire les faces, là, qui va littéralement regarder ma vidéo de 50 minutes puis me trouver mes meilleures cotes là-dedans, me le découper puis dire, tiens, voilà ci. Ouais. Puis ensuite, l'étape suivante, c'est que je vais lui dire, OK, voici l'article que je veux intégrer, là, graphiquement, là, intègre-moi là avec un swipe in, ensuite fade to black, ensuite un fade to black de 2 secondes, un petit peu plus long ton fade to black, OK, merci, transition sur une image de Trump sur tel... Bien vite, ça va être ça, là. Je vais y décrire, puis on le fait déjà avec Sora. On le fait déjà en ce moment, mais sur des petites séquences. C'est quoi qui me manque de faire plusieurs séquences de Sora, back to back to back pour ma vidéo, puis de ne plus avoir à rien créer. Aucun asset, de ne pas avoir à prendre des images de stock footage. Non, crée-moi une image de Trump qui rencontre Xi Jinping. Ça, c'est pas une vraie image, mais narrativement, c'est ça que j'avais besoin. Que je la prenne au sommet de 2021 à quelque part, ou que je la prenne de l'EA, ça même... Tu vois comment c'est ça? On est tellement proche que le montage vidéo, complètement bouncé, ça va être terminé. Que les jeux vidéo, complètement bouncé, ça va être du prompt writing, essentiellement. Mais déjà, maintenant, avec les gens m'ont pas parlé de ça, mais parce que moi, je travaillais dans les jeux vidéo. Avant, c'était tout, on utilisait les vraies personnes avec des vêtements qui traquent tes mouvements et tout ça. Mais c'était vraiment comme ça. Puis maintenant, c'est de moins en moins à cause du AI, puis ça comprend comment un bras doit bouger, puis tout ça. Puis tu n'as plus besoin de payer aussi des acteurs pour faire ça. On fait encore du facial, puis même ça va évoluer. Exact. Parce que maintenant, le AI comprend comment... C'est juste naturel. C'est pas que je le veux ou je le veux pas. Et il y avait des gens qui voulaient pas l'électricité. Mais quand ça arrive, c'est vraiment difficile de l'enlever. Ouais. Tu as accès à ça, c'est un outil. Puis là, les gens disent tout le temps, ben, lui, il va te faire un jeu, dans le fond, qui coûtait... Il n'y avait pas le choix de te le vendre 100$, son jeu. Les jeux AAA, on a mis des millions d'investissements, on a payé du body tracking à tour de bras, on a fait venir des gens de Suède, on a fait... OK. Maintenant, beaucoup de gens vont dire, si tu coupes tout le monde dans l'équipe, ils vont encore me vendre mon jeu 100$ aussi. Ils vont juste faire plus de profit. C'est pas comprendre le marché. Jusqu'à temps qu'un autre studio à côté décide, ouais, mais nous autres, on est capable de le vendre à 50. Exact. On va le vendre à 50. Pouf, le marché chiffre. Ben exact. Oui, ils vont une petite période où tout le monde va s'en remplir plein les poches puis que ça va être l'enfer. Mais comme dans n'importe quelle autre industrie qui est née, le marché s'équilibre. Les gens qui voient qu'il y en a qui abusent vont les undercut un petit peu. Comme il devrait. C'est rendu dans une marge collée. À Québec, j'ai capoté l'autre fois. J'appelle faire mes breaks dans 3-4 garages. Les 4 garages m'arrivent avec un prix en dedans de 5$. Le marché est
tight. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle... Milton Friedman te dirait c'est un marché efficace. Ouais. Parfait. Le niveau de... Le moins de décor entre les différents, c'est que tout le monde a réduit au minimum leur prix. Et regardez-moi, mes gars me coûtent combien? Lui, là-bas, il paye combien? Il arrive leur électricité. Ah, on est tous à 5$. Ça, c'est bon. Ça te donne, c'est ça. Quand tu as des marchés comme ça, ben écoute, t'es capable il va voir le gaz. Le gaz est tout au même prix partout. Parce que s'il y en a un qui le met 5 cents plus cher, d'un matin, il n'y a pas personne dans sa cour. Ouais. 10 cents plus cher, indépendamment où ce qui est. Là. Mais eux, ils se parlent. C'est comme ici. Ouais. Moi, j'aime pas la monopole qu'ils ont Ouais, ici. ça, c'est un autre exemple. Avec les Bell puis tout ça. C'est affreux. Ils golfent ensemble puis ils se décident. On À va cause faire de ça. Parce que si t'en as un qui monte légèrement un peu trop, il ferme d'un matin. Fait que son carrière va tout monter un petit peu. C'est fou. C'est fou. Ils devraient avoir. Hey, ça c'est une autre discussion pour une autre. Ouais. Mais fuck, Benjamin, bro, merci beaucoup. Merci Tu à retournes toi, au Québec aujourd'hui? Yes. OK, tu retournes au Québec. Alors, 7 jours sur Terre. C'est bon, pareil, quand je pars de Montréal, tu me dis tu retournes au Québec. À Québec, ouais. Ça, c'est ma faute grammaticale. Mais non, tu retournes à Québec. C'est un lapsus. Ouais, c'est du lapsus parce qu'ici, c'est un autre monde. C'est même pas le Canada. Freudien, ça. Mais ouais, tu retournes à Québec aujourd'hui. Y a-tu des projets que tu travailles maintenant que tu veux. Congo. Juste le Congo. Ouais. Euh, C'est ça mon gros focus en ce moment. J'aimerais ça y aller, mais c'est pas facile. Moi aussi, j'aimerais ouais. aller. Je parle beaucoup à Eddie King. Moi, je suis fasciné parce que, pas juste qu'est-ce qui passe. Moi, je veux pas voir ça. C'est Les Congolais? des massacres, mais les Congolais m'intéressent beaucoup. Puis même, j'ai vu quelque chose qui s'appelle Chimp Empire sur. Tu sais de quoi je parle? Non. Sur Netflix. Toutes les régions-là, ça parle des gorilles, que c'est comme des petites civilisations, la manière où comme ils se connectent, puis de la manière où ils gèrent leur affaire, puis c'est. Bro, c'est Ils ont chacun hyper un territoire, un peu une petite géopole. Oh, bro, c'est fucking fascinant. Toi, toi. Puis même juste la région, la nature qui est là-bas, moi, je suis très intéressé. Alors, puis à cause d'Eddie King, je check beaucoup ce qui se passe au Congo. Lui, ça fait longtemps qu'il parle de ça. De qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda, Ouais, puis ouais. comment ils les traitent, puis le monde voulait rien savoir d'eux. C'est comme parce que c'est des Congolais, on va les laisser faire. Ouais. Puis c'est des massacres dans des villages, c'est plein de choses qui arrivent. Ah, Puis ouais. maintenant, c'est comme si le monde commence C'est comme une extension du génocide, en fait. Le génocide du Rwanda, c'est jamais vraiment arrêté. terminé. Ouais. C'est ça, ça a tout le temps continué. Les Tutsis ont juste repris le pouvoir au Rwanda. Ils ont commencé à envahir le Congo pour essayer de... C'est un taux d'histoire dégueulasse. Il y a vraiment... Chaque place où tu te regardes, c'est... Oh! Puis nous, on rentre pas dans ça parce qu'ils sont pas blancs, alors on dit pas comme « Oh, ça devrait pas être, c'est injuste, Ouais. on dit rien. » C'est-tu ce qui est bon cette semaine? Je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus. Là. Pareil, le Congo se fait envahir par le Rwanda qui vient exploiter un peu ses ressources, Ouais, c'est ses vraiment ressources ça. Minières. Puis comme l'Ukraine, là, ils ont vu l'Ukraine qui négociait avec les États-Unis. Le Congo a regardé les États-Unis et dit « Hey, on veut le même deal que l'Ukraine. On va vous donner nos minéraux. Get these people out. Arrêtez de nous les voler. Là. Puis en échange, fais juste nous garantir, c'est que tu fais juste nous protéger contre eux autres. » Puis les Américains ont fait « OK. » Bon deal. Là, le Rwanda va voir. Quand il y a des missiles, quand il y a des... About to find out. Quand il y a des gars de Mississippi qui lancent des fucking rocket launchers, là, on va voir. Ouais, là, c'est ça. On passe des machettes aux missiles Tomahawk assez Ouais, rapidement. on va voir qui rit après ça, parce qu'on fait des choses inacceptables au Congo. Absolument, Puis les Congolais sont un pays... Ils sont chill. Ils veulent faire leur affaire, tu sais, ils dérangent personne. Genre un des pays qui a été plus abusé aussi. Nous autres, on a eu un Mobutu pendant des années là-bas, qui était notre crosseur en chef, qu'on avait installé un peu, comme toute l'Afrique au complet, là, tu sais, qu'on maintenait des espèces de minables au pouvoir parce qu'ils nous permettaient d'abuser le pays. Fait que la seconde, ça vire en merde. C'est nous autres qui avons toutes fait les frontières, c'est en tout cas. Anyways. Benjamin Tremblay, the best guy in Québec. Je t'aime beaucoup. Merci encore Merci, une fois bro. d'être ici. Grand bonheur. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.